Aujourd'hui, on est en présence d'Ulysse Lubin. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah écoute, salut Martin, merci pour ton invitation. Tu peux Super répondre. content d'être là. Trop bien. Du coup, Ulysse, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 minutes, comment tu te présenterais? Alors, au début, je pense que j'ai eu un parcours un peu classique, tu vois. Après mon bac, je suis allé en prépa, j'ai fait maths sup, maths spé. D'ailleurs, en spé, c'est pas très bien passé. J'étais un peu déprimé, je savais pas vraiment ce que je voulais faire et j'ai mis très longtemps avant de trouver. Et par jeu de séquelles miracle, j'ai fini par avoir une école et je suis parti en école d'ingé pendant 3 ans. C'est hyper bien passé pour le coup. Là, c'était vraiment le nouveau départ et c'était fun en fait. On faisait beaucoup la fête et tout ça. Mais pareil, tu vois, Oui. toujours pas de fuck yes sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois, est-ce que je vais être ingénieur ou pas. Et vu que je savais pas, alors le truc marrant, c'est que Ouais. je devais choisir une spécialité et je sais pas, j'ai eu un problème de visa, je devais partir au Canada, finalement je suis pas allé. Et du coup, je me suis retrouvé en photonique avancée, enfin des trucs, des spécialités dans l'optique où je comprenais pas grand chose pourquoi j'étais là. Parce que ça s'est pas fait. Et j'ai fini du coup diplômé ingénieur en photonique. Et pareil, même moment, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Je vais pas faire ça de ma vie, quoi. Donc c'était un peu le hasard des choses qui m'a amené là. Mais j'étais quand même déjà intéressé par l'entrepreneuriat, mais j'avais commencé à regarder un petit peu dans quelle direction je pouvais aller autre que ça. Et je traînais pas mal dans les hackathons et tous les concours un peu de start-up, Ok. tout ça. Plus pour m'amuser que par ambition au début. Et on a fini par en remporter un avec un pote. Et c'était vraiment une blague en plus au début. On s'est dit, vas-y, on va participer à ça pour rigoler. Et finalement, ça a amené une start-up où on a mis 2 ans et demi dans cette boîte. Et 2 ans et demi surtout pour se rendre compte qu'on n'avait pas un bon business model, enfin, qui était pas pérenne. Et on a fini par crasher la boîte. On avait levé un petit peu d'argent, Ouais. on avait une petite équipe. Et là, on a appris beaucoup de choses. On a fait toutes les conneries possibles et C'est imaginables quoi un petit peu d'argent? des néo-entrepreneurs. On avait levé 200 000 euros en pré-seed. Donc Oh. c'était pas énorme, Ok. mais c'était un petit pécule. Et Ok. donc cette boîte-là, on a mis 2 ans et demi à comprendre qu'elle allait dans le mur, que le business model n'était pas pérenne et on faisait pas d'argent. Et voilà, on a fait toutes les conneries possibles et imaginables que peut faire un first-time entrepreneur. Ouais. Et à la fin de cette boîte, donc chute un peu difficile pour mon associé et moi. C'était on quoi passait l'idée? vraiment notre vie. Ça s'appelait everything.fr. On faisait découvrir les meilleurs sites et applis pour améliorer son quotidien. L'idée, c'est que tout le monde connaît les grosses apps, tu vois, Facebook, Uber, Tinder, Ouais. peu importe, TripAdvisor ou autre. Et nous, on allait chercher les petites apps qui se lançaient, qui étaient moins connues. On les testait. Et on agrégeait aussi tous leurs avis, tu vois, de Google Play Store, App Store, Facebook et autres. Et on générait une note de confiance. On a rédigé des petits articles et tout ça. Et on voulait faire une sorte de TripAdvisor des services numériques. Ok. Ouais. Et donc, typiquement, le problème de cette boîte, c'est que on voulait pas faire de B2B, on trouvait ça pas sexy, ça nous saoulait, et puis on n'avait pas envie de le faire. Donc, on voulait référencer que des boîtes B2C, donc que des apps que, tu vois, que Consumer, on ouais. utilise dans la vie de tous les, ouais, c'est ça qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Et du coup, notre business model était basé sur de l'affiliation. On avait testé de l'abonnement, mais ça marchait pas trop. Et donc, on faisait de l'affiliation sur des paniers qui, de base, étaient petits, parce que c'est du B2C. Et nous, on prenait une petite commission d'un petit panier. Il fallait qu'on fasse un nombre de redirections faramineuses pour faire vivre une équipe, tu vois. Et Oui, donc, puis c'est surtout, une boîte. t'as besoin de beaucoup de personnes finalement, parce que si tu veux avoir beaucoup de choix pour Ouais, les gens. Ok. c'est ça. Mais on avait, je sais pas, peut-être 400 boîtes référencées sur notre site. Donc, ça, on avait des deals et tout ça. C'est vraiment, on n'arrivait pas à faire venir suffisamment de gens sur la plateforme. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'après, quand on a arrêté la boîte, il y a eu de plus en plus de gens parce qu'on avait construit un système un peu SEO et qui ont fini par arriver sur la plateforme une fois que nous, on l'avait laissé un peu tomber. Bon, enfin bref, du coup, voilà, on plante le truc, on dépose les statuts et là, on se retrouve avec plus rien à faire du jour au lendemain. Et moi, je décide de partir en voyage, en fait, en Amérique latine, pendant 2 mois en sac à dos. C'était mon premier. J'avais déjà un peu le goût du voyage, mais j'étais jamais vraiment parti longtemps seul, comme ça. Et l'idée, c'était... je m'étais dit qu'en allant là-bas, pendant les longues heures de collectivo dans le fin fond du Pérou, j'aurais le temps de réfléchir un peu à ma vie. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Quand j'étais dans ces longs bus là pour aller vers le Machu Picchu. Machu Picchu, ça se mérite. Hein. Soit à Cusco, t'as un train, tu prends le train, t'arrives direct. Soit tu décides d'y aller avec les petits vans qui passent dans les rivières, dans les montagnes. Tu fais 7 heures de collectivo, puis après t'enchaînes avec une randonnée de 1 heure et demie pour arriver jusque là-bas. Mais après, tu l'as mérité. Et ça donne du temps pour réfléchir à ce que tu veux faire ensuite. Bon bref, pour l'anecdote. Mais
Et du coup, ouais, C'est stylé. dans ces petits bus, j'avais rédigé 3 notes. La première, c'était toutes les bêtises que j'avais fait dans ma vie d'entrepreneur que je voulais plus refaire. La seconde, Ok. c'était tous les métiers qui me faisaient kiffer. Il n'y avait pas marqué ingénieur en photonique, il y avait plutôt des trucs type journaliste, astronaute, voix off, je sais pas, animateur radio, ou des trucs comme ça. Explorateur, détective privé, je sais pas, j'avais marqué tout un tas de trucs saugrenus. Et la troisième Ok. note s'appelait expérience YouTube, et dessus il y avait une soixantaine d'idées d'expériences à vivre et à documenter. Donc des Ok. choses hyper variées, tu vois, des trucs à apprendre, ou des voyages à faire, ou des concepts à explorer, et tester et voir. Je sais pas pourquoi ça m'était venu comme ça. Euh, et après ce voyage-là, je suis rentré en France, et pareil, je savais toujours pas quoi faire, je suis toujours perdu dans ma vie. Euh, Ok. et j'ai décidé, pour commencer par la première note, en fait, donc de faire toutes les erreurs que j'avais fait dans ma première boîte, et d'écrire un article pour tourner la page, et me dire, ok, je vais pouvoir me projeter dans le futur, pour ça, il faut que je referme cette page-là. Ok. Et donc j'ai fait un article qui s'appelait On s'est bien planté. Je l'ai publié, je me suis réveillé le lendemain matin, et le truc avait explosé sur LinkedIn. Je sais pas, ça a peut-être fait 500 000 vues sur LinkedIn. L'article a été repris par Les Échos, Madines, enfin tout plein de médias. Et du jour au Ok. lendemain, je me retrouve seul, perdu. Ah, il y a des centaines de personnes qui veulent me parler. Et vu que j'avais rien de mieux à faire, ben, j'ai parlé à tout le monde. Donc j'ai passé, je sais pas, 2 semaines au téléphone avec des créneaux de 30 minutes, toutes les 30 minutes. Euh, et Ok. parmi ces personnes-là, il y avait des gens qui étaient en train de lancer leur boîte et qui voulaient échanger avec moi sur les bêtises que j'avais fait. Il y avait des gens qui avaient vécu ça et qui voulaient avoir un peu un retour d'expérience. Euh, enfin, bref, Partager j'avais un peu leurs problèmes avec toi aussi. Ouais, c'est ça, dire bah c'était cool de voir quelqu'un qui en parle publiquement. Maintenant, ça se fait beaucoup plus de Ouais. parler de l'échec sur LinkedIn. Ouais. Ça commençait en fait à ce moment-là, mais c'était pas encore assez répandu. Et il y avait aussi beaucoup de recruteurs. Je crois que j'ai eu 45, une quarantaine d'offres de jobs, tu vois. Ok. Du coup, j'ai fait tous les premiers entretiens. Je me suis dit comme ça, je pourrais choisir et, euh, et réfléchir. Et j'avais plus trop de thunes, tu vois, après une première start-up puis un voyage, j'étais en mode un peu à la dèche. Et il y a une boîte à Paris qui avait l'air trop stylée, avec une équipe trop forte, que des gens qui sortaient de Polytechnique, d'HEC. Moi, je sortais d'une petite école d'ingé. Je me suis dit, ouais, j'ai la chance d'aller dans une équipe comme ça. Ils étaient pris au Y Combinator et tout ça. Et je me suis dit, bah, tiens, ça peut être stylé d'aller vivre la phase de scaling que moi, j'ai pas connue, tu vois, dans ma boîte. Ouais. J'étais toujours intéressé par l'entrepreneuriat. Et du coup, je suis allé à Paris, là. Et ça a duré 9 mois. Ça n'a pas duré très longtemps. C'est les 9 mois que j'ai fait en CDI dans ma vie. Et en fait, les 3 premiers mois, c'était assez cool. Je découvrais la ville, la nouvelle équipe et tout ça, mais je bossais beaucoup aussi. Ouais. Et assez rapidement, en fait, je me suis rendu compte que j'étais ni à l'endroit, enfin, ni dans un lieu qui était important pour moi, ni en train de faire quelque chose qui était important pour moi et les autres. Je me sentais un peu en décalage, pas à ma place. Et je me suis dit, ok, est-ce que tu reprendrais pas ton introspection, mais de manière plus structurée? Et là, j'ai commencé à vraiment structurer des exercices, écrire un maximum, tout documenter, écrire de plus en plus. J'avais un petit blog sur Medium à l'époque, je commençais à écrire de plus en plus d'articles, à m'intéresser à de plus en plus de choses et tout ça. Et de fil en aiguille, j'ai compris qu'en fait, ma place n'était pas à Paris dans une start-up et qu'il fallait que je me lance, partir explorer. Et en fait, la conclusion un peu de toute mon introspection, c'était une phrase. J'avais écrit, je veux explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux et partager mes découvertes. Et j'avais même résumé en un mot, j'avais écrit Explore Hacker. Je trouvais ça rigolo, donc l'idée d'explorer, mais de trouver des petits hacks, tu vois, dans tout ce que Ah ouais. toutes les choses nouvelles que tu expérimentes. Ok. Et à partir de ça, je me suis dit, ok, maintenant c'est quoi le lifestyle que je veux vivre? Je me suis dit, bah, je veux voyager, je veux explorer le monde à fond, quoi. Je commence à découvrir un peu les délires de digital nomade et tout ça, même si je m'identifie pas trop à cette tendance maintenant, mais dans l'esprit, c'était une idée un peu forte chez moi. Et j'avais un peu cette grosse équation, tu vois, de ok, je veux explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux, je veux partager mes découvertes, je veux pouvoir voyager à temps plein, faut que j'arrive à créer un business autour de tout ça. Donc comment est-ce que je peux imaginer un projet avec un business qui va venir soutenir ce mode de vie? Et c'est là où j'en suis venu à me dire, ok, je vais partir relever 100 challenges à travers le monde, je vais documenter tout ce que j'apprends sur YouTube et dans ma newsletter. Et puis petit à petit, je vais essayer de construire un modèle économique autour de ça. Et donc assez rapidement, je suis parti de ma boîte et le départ s'est bien passé. Et puis et là, ça fait un an et demi que je fais ça. Et j'ai relevé 38 challenges dans 11 pays pour le moment.
Ok. Voilà. Et là, je te parle en direct de Kaş, un petit village au sud de la Turquie, connu pour la plongée. Et je vais faire un challenge sur la plongée en apnée. L'idée, ça va être d'atteindre 30 mètres de profondeur en apnée. C'est le challenge du moment. Voilà. Stylé. C'est connu pour la plongée en apnée ou la plongée toute discipline? Je pense que c'est plutôt toute discipline. Je crois que j'ai juste eu un coup de bol. Ça fait très longtemps que je veux faire de la plongée en apnée. J'avais déjà fait un challenge tenir 3 minutes en apnée. Et j'avais été initié très rapidement. Enfin, j'avais vu des films et tout sur la plongée en apnée. Je me suis dit, waouh, ça a l'air trop ouf. Et ça, en termes de barrière mentale, mon sujet, c'est comment est-ce que je peux dépasser mes barrières mentales. Ouais, et je pense que t'as pas plus de barrière mentale que la plongée en apnée, quoi. là, tu mets les 2 pieds dedans. Et oui. Donc je suis hyper attiré par ça, et à chaque fois que j'allais dans un endroit où il y a la mer, je tape freediving le nom du spot et je prie, et là il y a un truc qui est sorti et je me suis dit trop bien, j'ai appelé le mec, il m'a dit trop chaud et tout. Donc voilà. D'accord. Du coup t'avais pas choisi le lieu pour la plongée, mais c'est bien tombé. Bah, par hasard on m'en a parlé, j'étais à Istanbul et je demandais un peu aux gens, ouais, il y a des endroits cool en Turquie à voir, donc ils m'ont tous beaucoup parlé de la Cappadoce, là. Bah, encore hier j'étais à Gorem. Donc c'est la Cappadoce, c'est la fameuse image avec toutes les montgolfières en Turquie, que vous voyez peut-être sur Instagram passer régulièrement. Donc ce matin encore, il y avait tout. Mais c'est surréaliste, tu te réveilles, tu regardes par la fenêtre et t'as 100 montgolfières au-dessus de la tête, avec des mecs qui sont à 20 mètres de ta fenêtre, en train de brûler le ballon pour qu'il remonte. Enfin, c'est assez surréaliste comme scène. Ok, stylé. Et beaucoup de gens me parlaient de Kaş, en fait, disaient c'est un spot hyper sympa, tu peux faire du surf, tu peux faire de la plongée. Je me suis dit, bah trop bien, ça me fera des challenges, quoi. Ok, c'est au sud ou au nord de la Turquie? Au sud, sur la côte sud. Ouais. Ok, ouais, j'étais pas loin quand j'étais à Chypre alors. Ouais, c'est pas très loin. Bah t'as les îles grecques juste à côté. Ouais, je vois. Ok, trop cool. Donc j'ai noté plein de choses, on va pouvoir revenir là-dessus. Une des questions qui revient souvent et que j'aime bien poser un peu, c'est qu'est-ce qui t'a fait choisir finalement le cursus que t'as choisi, la prépa maths sup? C'était quoi? C'était un peu le truc par défaut? Tu t'es dit c'est bien de faire ça parce que je suis bon en maths, quoi? Non, en fait, moi, je savais pas du tout quoi faire de ma vie, quoi. Je voulais être, en fait, je voulais être astronaute à la base. Il y avait pas de cursus d'astronaute. Quand les gens me disent tu veux faire quoi de ta vie, je dis tous les métiers ont l'air chiants sauf astronaute. Je dis bah je veux être astronaute. Mais tu fais pas d'études d'astronaute. Puis j'étais pas non plus une tête suffisamment grosse pour me dire ok je vais commit dès aussi jeune dans le fait de cacher toutes les cases de cocher toutes les cases pardon pour être astronaute. Mais du coup j'étais un peu intéressé tu vois en mode pilote de ligne ou ce genre de truc, pilote d'hélicoptère mais en vrai, j'en savais pas plus, quoi. C'était vraiment, voilà. Et puis, quand j'ai passé mon bac, j'avais mis des écoles un peu au hasard. Je voulais partir faire le tour du monde. Ma mère, elle m'a dit, passe un diplôme d'abord, après tu feras ce que tu veux. Et j'avais mis des prépas comme ça. Et puis, en fait, ouais, j'étais OK en maths. J'étais même pas excellent, tu vois, j'étais OK. Mais j'étais pris en maths sup. Et en maths sup, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à comprendre un peu comment l'école fonctionnait. J'ai commencé à avoir des bonnes notes. J'ai fait premier de ma maths sup et du coup on m'a envoyé en spé étoile. Tu sais, en gros tu prends toutes les grosses têtes de la région, tu les fous dans une classe et c'est la guerre du classement. Oh putain. Et là je me suis pas du tout senti bien. Autant j'étais dans une petite sup de proximité, c'était cool, on rigolait, on travaillait beaucoup, mais on faisait des soirées, tout ça. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai changé de ville, je suis arrivé à Marseille en mode ouais, trop cool, je vais me faire des nouveaux potes et tout. J'aurais dit non, nous on veut aller à l'X, on veut pas, on n'a pas le temps pour être pote avec toi quoi. Et du coup, ouais, ça c'était grosse déprime. J'ai arrêté la prépa en fait en plein milieu. C'est ça que je te disais sur un malentendu, j'ai eu une école, mais parce qu'en plein milieu, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais quoi? Je suis en train de bosser, je sais pas pourquoi. Et c'était pas la perspective d'un boulot métro boulot dodo qui allait me motiver si tu veux. Et donc j'étais au bout d'un moment, j'ai juste craqué quoi. Je dis vas-y, ça me saoule toutes ces cols, tous ces cours, tous ces maths, physique, chimie, 8 heures par jour, mais pourquoi faire quoi? Donc j'ai arrêté et je me suis fait tirer la peau des fesses par ma mère qui m'a quand même botté le cul pour aller à un concours parce que j'avais loupé le premier. Je suis pas allé en mode en fait j'avais perdu toute confiance en moi. Ouais. J'étais OK. Ça détruit plein de gens la prépa. Hein. C'est bien dans un sens mais il y en a d'autres qui sont beaucoup qui prennent cher quoi. Ouais, bah je sais pas trop comment l'analyser aujourd'hui mais tu vois, en maths sup, j'avais vraiment confiance en moi. Je disais, ok, bah, je suis fort à l'école, en fait, et tout. Je vais pouvoir devenir ingénieur, je sais pas trop quoi, mais ça va être cool. Et il paraît que les écoles, c'est marrant, et tout ça. Et en fait, dès que je suis arrivé en spé,
je suis passé déjà de premier à plus ou moins dernier dans la hiérarchie. Les gens étaient tous bien meilleurs que moi. Je m'étais complètement emballé en allant dans cette prépa. Et ouais, perte de confiance en toi, en fait. Tu passes de premier à dernier, tu travailles beaucoup, tu sais pas pourquoi. Il y a un moment donné où j'ai quitté la prépa peut-être plusieurs mois avant. Du coup, je n'ai pas passé la période où tu révisais à fond et tout. Donc, je suis arrivé, je dis, premier concours, ça sert à rien que j'y aille. Je vais pas aller passer les concours de Polytechnique, je vais juste me faire rouler dessus, quoi. Et finalement, j'ai fait les mines télécom et j'ai été pris dans une école par grand hasard. En fait, la petite histoire, très rapide, c'est que t'avais donc les concours écrits. J'ai passé la barre à ras les pâquerettes. Et après, il y avait les oraux. Et sur les oraux, t'avais les oraux, les épreuves générales, on va dire, enfin communes, où j'ai eu des notes catastrophiques. Et il y avait une école donc Télécom Saint-Etienne, qui faisait des oraux de motivation et un entretien d'anglais. Je dis putain, c'est ma chance. Je suis arrivé, j'ai pris la brochure, j'ai pick up une spécialité au hasard. Je dis ouais, moi je veux faire ça de ma vie et tout. C'est pour ça que je choisis cette école. Enfin bref, j'ai fait du gros bullshit dans le truc et j'ai été pris direct. Et je crois que l'année d'après, ils sont repassés sur le concours commun, quoi. C'est-à-dire si j'avais passé le concours une année après, j'aurais jamais eu cette école, quoi. C'était un vrai malentendu. Mais voilà, mais comme j'avais appris quelques facilités à l'école, quand je suis arrivé en ingé, c'était hyper cool et on a passé 3 ans à faire la fête. Et j'ai pas appris grand-chose, mais je me suis fait beaucoup d'amis et ça, c'était une bonne expérience quand même. Ok. Tu sais, il y a toujours des hacks un petit peu comme ça. Tu vois, moi, j'ai fait une école d'ingé privée qui s'appelle Epitech et j'y suis allé un peu par hasard. Parce que j'ai vu la pub à la télé, tu vois, avec ma mère, pareil, elle me disait, il faut que tu fasses un diplôme quand même, tu vas pas arrêter comme ça. Et en fait, cette école, ils te demandent d'avoir un très bon niveau d'anglais. J'étais une chèvre en anglais de ouf. Et donc, j'y suis rentré, et le premier jour ou le troisième jour, je crois, ils nous mettent tous les cours seront en anglais maintenant. Pas prévu au programme. Ouais, genre sans prévenir. Donc du coup, d'un coup, je pars de ok, je peux m'en sortir à je peux rien faire du tout. Genre, je comprenais pas les consignes et tout. J'étais en PLS total. Je finis par m'en sortir et à la 3e année, il faut aller à l'étranger. Et pour ça, il te faut le TOEIC et il faut 750 au TOEIC pour partir à l'étranger. Ouais. Mais sauf que moi, de la première à la 3e année, j'avais 300 au TOEIC, tu vois, j'ai pas bougé. C'était 300. Ouais. Au bout de 30 minutes, je comprenais plus rien, c'était beaucoup trop d'anglais pour moi, je perdais la concentration, bref, j'y arrivais pas. Et en fait, j'ai triché à cet examen, et je l'ai dit déjà plein de fois, donc c'est pas nouveau. Là où il fallait avoir 750, j'ai envoyé quelqu'un d'autre à ma place. Incroyable. Et du coup, j'ai eu cet examen, 750, tout pile. C'était une meuf, je la remercierai toute ma vie, tellement elle était trop cool. Et elle m'a fait juste les points qu'il fallait, le minimum. J'ai pu aller à l'étranger parce que je savais que là-bas, j'allais apprendre l'anglais, tu vois, et que j'allais m'en sortir. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je parle très bien anglais. Je l'utilise au travail. Enfin, c'est game changer, tu vois. Mais l'école, pour apprendre l'anglais, c'était pas mon truc. Et tout ça pour dire que c'est pas toujours les chemins normaux qui font que t'arrives au truc qui va bien, tu vois. Ouais, parce que maintenant je le repasse, je l'aurai le TOEIC maintenant, tu vois. Mais le truc c'est que comment on l'enseignait, ça marchait pas pour moi, quoi. Du coup je me suis arrangé. C'est clair. J'ai un peu la même histoire avec l'espagnol. Moi j'ai fait 8 ans, je sais pas, peut-être 8 ans d'espagnol, je suis allé au bac, j'ai pris 8 quoi. J'étais nul, j'avais 3 mots quoi. Et quand je suis parti du coup dans mon voyage un peu introspectif en Amérique latine, je savais dire hola, yo soy Ulises et una cerveza. Hola, ¿qué tal? Ouais. C'est ça, ouais. Et en fait là-bas je suis arrivé solo, je voulais rencontrer des gens et tout ça, donc direct je suis allé me faire pote avec des Chiliens. Les mecs m'ont embarqué dans leur groupe de potes et j'ai passé 2 mois avec eux, et en fait ça change tout. Et au bout de 2 mois je pouvais tenir une conversation largement en espagnol. Et ça montre à quel point, tu vois, 2 mois versus 8 ans. Moi je trouve ça hallucinant en fait, à quel point on retient pas. D'ailleurs c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup intéressé, apprendre à apprendre. Dans tous les premiers challenges, le premier déjà c'était une mémoriser 1000 décimales de pi, donc c'est comment fonctionne la mémoire. Enfin c'est ça le sujet de fond qui m'intéressait. Et plus je plongeais là-dedans, de challenge en challenge, plus je m'intéressais à cette science de l'apprentissage, et plus j'hallucine en fait sur comment est-ce que nous on nous a proposé d'apprendre à l'école, quoi. C'est un cours magistral où t'es passif, c'est la pire manière d'enseigner. Tu peux pas faire pire. Et c'est 80% de l'école. Tu peux pas faire pire en fait pour transmettre de la connaissance. Et enfin bref, pour en parler, mais c'est un sujet qui m'énerve. Alors tu prêches un convaincu, et je pense que tous les gens que j'ai eu dans le podcast, ou presque, ont le même avis, parce que quand t'es entrepreneur, en fait, il faut tout apprendre tout seul. Il n'y a pas d'école où les seuls trucs qui essayent de t'apprendre, c'est genre il y a la prépa HEC entrepreneur.
que j'ai eu Théo Lyon qui fait, il m'a dit je vais la quitter parce que je comprends pas qu'est-ce que ça fait, quel est le but. Il m'a dit j'ai un peu entrepris et du coup je suis beaucoup trop avancé. Enfin genre il avait ça a aucun sens. Tu te dis j'ai un peu entrepris, je suis trop avancé du coup pour la prépa. Genre ça te prépare à quoi la prépa aux 3 premiers jours? Ouais, c'est clair. Ouais. Non, mais c'est délirant. Pour ça là moi j'avais fait quand j'avais lancé Everything, enfin ma première startup. J'avais fait le diplôme de l'étudiant entrepreneur. C'est une douille pour gratter un an de plus avec le statut étudiant. Et du coup, j'avais quand même... Bon, j'avais des cours, je suis jamais allé, mais j'avais des oraux à présenter, enfin une synthèse à la fin. Ça, je l'ai fait. Et c'était trop drôle, en fait. Je sais pas pourquoi, mais on pitchait bien, tu vois. On était fort dans les concours de start-up. Alors, on était nuls, on faisait pas de cash, mais on était fort en pitch. Et j'ai pris... Je crois que j'ai majoré le truc, j'ai pris 19. Et en fait, notre boîte elle valait rien, tu vois. Alors que les gens disaient, ouais, ils sont trop forts en entrepreneuriat et tout. C'était ridicule complet, quoi. Et c'était vraiment juste de la façade. Et ça montrait le décalage. Et d'ailleurs, les gens, enfin, on avait les gens qui nous évaluaient, c'était des académiques, c'était même pas des entrepreneurs. Il y avait quelques entrepreneurs, mais il y avait beaucoup d'académiques qui faisaient de la recherche en entrepreneuriat, tu vois. Oui, c'est exactement le même problème de... Quand tu fais les startup week-ends, etc., les gens qui t'évaluent, ils sont plus dans l'opérationnel tant que ça. Et moi, je me suis rendu compte, tu vois, dans les premiers startup week-ends, j'ai fait des trucs de ouf. J'ai essayé d'inventer un vrai produit avec un marché, en faisant une étude. Et tu vois, ayant vraiment fait les bonnes cases pour que ça fonctionne. Et on nous a dit, ça vaut peanut votre truc, d'un startup week-end. Du coup, on était ultra découragés, on a tout laissé tomber, etc. Et on a fait plusieurs startup week-ends. Et le seul qu'on a gagné, c'est en faisant du vent. On a fait une belle présentation. Et là, on a gagné. Et là, je me suis dit, ok, en fait, du coup, ça a rien à voir avec ce qu'on veut faire, donc on va arrêter de faire les startup week-ends, c'est cool, ça nous apprend plein de choses, on a construit des amitiés, des équipes, machin, mais après, c'est pas de l'objectif que tu veux faire, ça va pas t'aider. Et je crois que les écoles d'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose. Ça peut t'éveiller un petit peu quand t'as aucune notion de ça. Quand t'es très très loin, ça peut un peu t'aiguiller vaguement. Mais si t'as commencé à faire des trucs, c'est une erreur d'y aller. Ouais, non, mais c'est clair. En fait, je pense que c'est bien pour éveiller la curiosité à l'entrepreneuriat si juste tu connais pas trop le délire, quoi. Ouais. Mais une fois que dans ta tête c'est prêt, tu veux y aller, c'est... Enfin, oui, en fait, mais je pense qu'on souffre du même problème, toi et moi, comme plein de gens. C'est qu'en fait, notre société n'est pas conçue pour nous donner confiance dans le fait de faire des projets. Donc du coup, on n'a pas confiance en nous. Et du coup, on veut aller se rassurer en se disant, je vais me faire juger par quelqu'un qui va me dire, ouais, ton projet va marcher. Sauf qu'en fait, lui, il n'est pas là pour ça. Lui, il est là pour justement éveiller les gens qui ont jamais eu aucune idée d'entrepreneuriat et de les guider un peu. Pas pour toi qui a déjà entrepris des choses et qui veut se rassurer. Bon, t'as complètement raison. Je viens de vraiment matérialiser cette idée avec toi. Ouais, non, mais c'est trop ça, en fait. J'ai réfléchi à pourquoi je passais ma vie là-dedans, mais ouais, c'était pour qu'on me dise, c'est trop bien, t'as trouvé une bonne idée, vas-y, lance-toi, quoi. J'avais besoin de l'approbation d'un autre pour me lancer, tu vois. Ouais, c'est clair. Et ouais, je viens de me rendre compte que moi c'était la même chose, et tous les gens à qui j'ai parlé c'était la même chose. En fait, t'avais tout ce qu'il fallait, c'est juste que t'avais besoin de l'approbation de quelqu'un, parce que tu te lances dans un truc inconnu et que peu de gens croient et comprennent, et du coup, je pense que c'est super difficile en tant qu'être humain de se dire, ok, je vais aller à l'encontre de ce que tout le monde croit, et je suis sûr de moi. Ouais, c'est clair. C'est très difficile, donc forcément tu cherches à te rassurer, mais ouais. Et après, le pire, c'est que tu deviens sûr de toi. Mais je sais que dans ma première boîte, on était persuadés qu'on allait être énorme, tu vois. Ouais. C'est ça le pire, c'est que t'adoptes un peu, moi j'appelle ça la Imhotep attitude. Je sais pas si t'as vu Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, quand il passe, il dit « Et ta famille, ça va, Imhotep, Imhotep, et ta femme, ça va, Imhotep, Imhotep, les enfants, ah, Imhotep, Imhotep. » Du coup, c'est pareil pour les startups, tu vois, quand tu vois des gens à l'extérieur, c'est ta startup, elle va bien, Imhotep, Imhotep. Ça va, ça fait du cash, Imhotep, Imhotep, tu vois. Imhotep, ouais. Tu dodges, mais ça va, quoi. Et typiquement, je trouve que c'est bien maintenant éventuellement avoir cette Imhotep attitude, mais d'avoir vraiment, tu vois, un cercle de gens en qui t'as confiance, de pairs, avec qui tu peux parler ultra ouvertement et dire non, en fait, ça va pas. C'est galère, c'est complexe, il y a des difficultés. Ouais, après, je pense qu'on le voit justement de plus en plus sur LinkedIn, et ce que tu disais avec le fait il y a de plus en plus de gens qui partagent leurs fails. Et je pense que ça va changer un petit peu. On part du truc de tout est beau, la vie c'est Instagram, à on est un peu plus transparent et on montre les coulisses parce que c'est important pour tout le monde.
Ouais, carrément. Puis en plus, ça permet de construire de la distribution maintenant. Ouais. C'est un peu ça, tu vois. C'était avant, on avait besoin d'une idée, ensuite on a eu besoin d'exécution, et maintenant on a besoin de distribution, en fait. Les gens comprennent petit à petit les étapes du truc. C'est un peu les idées de Jack Butcher, où il te dit, en gros, construis ta distribution, et après, fais n'importe quel produit, peu importe, en fait. Parce que les gens, ils viennent pour ce que tu fais, mais ils restent pour qui tu es, et après, peu importe vers quoi tu vas t'orienter, c'est ça. Ils arriveront à suivre, quoi. J'avais pas Jack Butcher en tête, moi j'avais Gary Vaynerchuk qui dit la même chose au final. C'est construire une audience et après le reste, on s'en bat les couilles. Fais ce que tu veux. Et tu le vois, lui, il fait des projets, il a fait une boîte média, il a vendu du vin, ça a rien à voir. Ouais, c'est clair. Et et là, maintenant, là, il fait des NFT maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais, non, je pense que c'est une vraie. C'est un vrai bon point en fait, c'est quand tu crées une espèce d'inertie, et c'est pour ça que j'ai créé le podcast, c'est parce que j'avais un peu compris cette idée, je me suis dit ok, si je vais voir des entrepreneurs, je les rencontre et je partage ça, ça va commencer à créer une inertie, je vais partager autour de ça, et du coup je vais pouvoir faire de plus en plus de choses, et c'est vraiment le cas pour le coup, dès que je partage un truc, même si c'est bidon, j'ai rien fait, j'en parle, il y a plein de gens qui me disent ouais, chaud, alors qu'avant, tu sais où je vois la différence, c'est que j'ai fait ce travail vachement en français et pas du tout en anglais. Et du coup, la dernière fois, là, j'ai fait un coworking en ligne pour les indépendants. Du coup, je l'ai posté sur LinkedIn, je fais 10 000 vues sur le post. Il y a plein de gens qui viennent. Enfin, ça a fait un mini buzz alors que j'étais pas trop actif sur LinkedIn dernièrement. Et j'arrive à faire un mini truc où il y a de l'engouement et j'ai eu plein de réponses. Trop cool. Et je vais sur Twitter où j'ai pas du tout bien fait ce taf. Et je poste la même chose et rien. Je l'ai mis en anglais. Mais du coup, c'était en anglais. Donc, parce que j'ai plus de makers anglophones sur Twitter. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de ramener aussi des anglophones et rien, zéro. Parce qu'en fait, j'ai pas nourri cette communauté de gens qui me suivent, quoi. Sur Twitter, j'ai des gens français qui me suivent, mais en anglais, j'avais personne. Du coup, je postais en anglais. Et il y a 3 mecs qui sont venus, c'était des français. Ouais. Et un anglais, je crois. Ouais, moi je trouve ça trop dur Twitter, je comprends pas. Il y a un moment donné où j'extrayais, tu vois, les trucs de mes posts LinkedIn, je les mettais sur Twitter, et à chaque fois, quand ça cartonne sur LinkedIn, ça fait jamais rien sur Twitter. J'ai une fois où j'ai eu un buzz Twitter, mais c'est parce que j'avais tagué des mecs, genre je faisais une liste de mes chaînes YouTube préférées, j'avais tagué Jamy, et Jamy avait liké le truc, et du coup c'était parti en couille parce que ça avait dû être affiché sur plein de gens. Ouais. C'est la seule fois où j'ai réussi à faire du reach sur Twitter, sinon c'est du flop total à chaque fois. En fait, j'ai abandonné, je me suis dit minimalisme, en fait, je vais juste me recentrer sur les canaux sur lesquels je suis fort et je vais pas chercher à faire du Gary Vee, tu vois, on en parlait tout à l'heure, où l'idée c'est de redistribuer ton contenu de partout et d'inonder l'internet de ton contenu. Ouais. Mais en fait, tu peux aussi dire... Ouais, c'est ça, mais lui il est déjà gros en fait, donc... Mais tu peux aussi te dire où est-ce que je suis le meilleur et j'essaie de devenir bon là-dedans et je peux redistribuer, ça me demande pas d'effort, mais... Oui, puis après il y a des trucs où c'est tellement... Enfin, moi je sais que pour faire du reach sur LinkedIn, c'est cadeau. Je me fais vraiment pas trop chier, je comprends comment ça fonctionne et je le fais plus ou moins de manière récurrente, à peu près pareil. Tu vois, j'arrive à faire du bon reach assez facilement et du très bon de temps en temps parce que ça... Il y a des aléas aléatoires, il y a des choses aléatoires. Mais Twitter, ouais, je comprends rien. LinkedIn, j'avais des trucs sur LinkedIn, je faisais 1 like, 2 likes pour le podcast. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a genre même pas mes 3 potes qui sont autour de moi qui ont liké, quoi. Genre, qu'est-ce qui se passe? Donc ouais, j'ai abandonné aussi, j'ai focus sur moins de sujets. LinkedIn, ce que j'aime bien avec LinkedIn, c'est qu'avec TikTok, c'est l'une des rares plateformes encore où tu peux toucher une plus grosse audience que les gens qui te suivent. Ouais. C'est-à-dire que tu peux avoir 1000 abonnés et faire un post et taper 10 000 vues, tu vois. Ce qui est énorme. Sur Insta, si tu as 1000 abonnés, c'est très dur de faire 10 000 de reach sur un post, par exemple, parce que c'est hyper saturé. Tu feras jamais, ouais. Voilà. Alors que sur TikTok, pareil. TikTok, il y a cette opportunité en ce moment. Et ça peut arriver sur Twitter, mais pareil, c'est un peu du hasard. Mais ce que j'aime bien en fait sur ces plateformes, c'est un peu comme si tu grattais un ticket de loto à chaque fois, mais qui est gratuit. Donc tu prends ton ticket de loto gratuitement, hop, tu le grattes et tu vois si ça part ou si ça part pas. Et parfois ça peut partir très très loin sur TikTok, sur LinkedIn. C'est assez hallucinant. Ouais. TikTok, j'aimerais bien essayer parce que c'est vraiment... t'as l'impression que c'est un moteur qui a de la nitro tout le temps. Genre tu fais un truc, ça marchouille, c'est parti, stratosphérique. C'est ça. C'est assez ouf. Donc j'aimerais bien essayer, mais pour le coup, tu sais, quand tu fais un truc que personne ne fait, ou en tout cas que peu de gens font, que tu connais, tu sais pas trop par où
qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens finalement. Tout le monde se pose ça sur LinkedIn, etc. Mais ça devient de plus en plus évident sur LinkedIn parce qu'il y a plein de gens qui le font, plein de gens qui en parlent. Et du coup, ben, ça devient un peu plus entendable les méthodes que tu vas employer. Mais sur TikTok, pour le coup, c'est assez pauvre encore. Ou en tout cas, ils en parlent peut-être que sur TikTok. Et du coup, pour moi, c'est full inconnu. Donc, il faudrait que je teste des trucs random et que je vois. Mais, J'ai fait quelques tests, si tu veux. Je peux te donner quelques résultats. Allez, vas-y. J'ai lancé mon TikTok et je me suis dit, ok, j'en parle nulle part pour partir de zéro. Je me suis abonné à 0 compte, tu vois. Donc j'ai 0 abonnement, 0 abonné et j'en parle nulle part pour juste voir si je suis capable de faire de la croissance organique sur TikTok. Et au début, j'ai testé avec des petites vidéos de voyage. Donc je pense que je me suis fait hook au début par TikTok. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il m'a douillé pour que je reste. J'ai publié une vidéo j'avais fait une journée... J'étais allé dans une famille Swahili ils nous avaient appris à cuisiner le rice and beans. Mais c'était vraiment dans un village, il y avait même pas de toit, tu vois, dans l'endroit. C'était très très roots. Et j'avais filmé ça et j'en avais fait une petite vidéo. Je l'ai publié sur TikTok, ça fait 100 000 vues. Oh. Genre, première vidéo. Je me dis, wow, c'est quoi ce truc de ouf? Du coup, alors, l'erreur, c'est que j'ai pris, je sais pas, peut-être 400 abonnés sur ce truc-là, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais 400 abonnés tanzaniens. Ce qui m'arrangeait pas, forcément, parce qu'en fait, je voulais pas forcément faire un TikTok voyage au début. Donc, direct, ça dilue ton contenu, en fait. Parce que si derrière, tu fais du contenu en français et que du coup, ils pigent pas ce que tu fais, bah, du coup, ils interagissent pas et du coup, ça monte pas ton contenu au reste de ton audience. Bref. Derrière, j'ai publié d'autres vidéos de voyage en me disant, bah, c'est trop bien, je vais continuer à faire ça, je vais dire influenceur voyage TikTok, trop facile. Et non, ça a floppé complet. Ça faisait pas de vues du tout. Et après, je me suis dit, ok, il faut que je redonne une seconde chance à TikTok. Donc, je partais peut-être de 400 abonnés, du coup. Et j'ai repris tous mes posts qui ont le mieux fonctionné dans l'année sur LinkedIn. Je devais en faire peut-être, je sais pas, 2 ou 3 par semaine. Donc, j'avais bien 100-150 posts à tester. J'en ai pris 50, les 50 qui avaient le mieux fonctionné. Je les ai réécrits. J'avais gardé tous mes scripts, en fait. Enfin, j'avais gardé toutes mes notes. Donc, je les ai réécrits un peu en mode parlé. Ça m'a pris peut-être... je sais pas, 2 heures de réécrire, tu vois, c'était pas énorme, j'avais déjà tous les textes, donc c'était juste, je les lisais, et j'essayais de les parler en même temps, et de corriger 2-3 petites phrases pour que ça fasse en mode TikTok. Ça sonne bien, ouais. Ouais, c'est ça, que ça sonne bien. Et j'ai allumé ma caméra, j'ai tourné pendant 3 heures d'affilée, où j'ai récité les 50, tu vois, 50 vidéos d'1 minute, quand même. Voilà, après j'ai passé peut-être 2 après-midi à tout cutter et faire des petites vidéos d'1 minute, j'ai tout mis sur un drive, donc en fait, au total, ça m'a peut-être pris... 3 après-midi, quoi. 3 grosses après-midi de boulot. Et derrière, j'avais 50 vidéos et j'en ai publié une par jour sur TikTok. Et il y en a qui ont pas mal fonctionné. J'en ai peut-être eu 2-3 qui ont fait 50, 100 000 vues. Et au bout de 50 jours, je suis arrivé, je crois, à 6 000 abonnés, quelque chose comme ça. En partant de zéro. Putain. Donc, alors c'est pas... Je pense que ça aurait pu être... j'ai pas eu de buzz énorme, tu vois, sur ces vidéos-là. Mais c'est quand même pas si mal, tu vois. Je me suis dit, si j'avais continué comme ça si je refaisais tous les 2 mois, je refais 3 après-midi de création de contenu et je continue pendant 1 an, en fait, bah déjà tu crées une communauté, en fait. C'est déjà énorme, quoi. Clairement, tu pars de 0 à 6 000. En plus, c'est du contenu que tu as repris, que tu avais déjà. Donc, tu n'as même pas besoin d'avoir un gros effort créatif. Tu as fait de la réadaptation. Tu n'as même pas essayé de prendre trop les codes de TikTok en partant de 0, quoi. Tu as réadapté. Donc ça vaut largement le coup. Ouais, et c'était une niche, c'était le développement personnel, tu vois. C'était une petite niche quand même sur TikTok. C'est quand même un public qui est plus jeune, qui est moins habitué à un mec qui va te parler de dev perso sur TikTok, quoi. Mais Et de voilà, ça t'a ramené des leads, quelque chose vers tes autres projets, tes autres. Est-ce que ça a eu un autre? Je sais pas trop. Ok. J'arrive pas à traquer. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Je sais pas trop. J'ai fait mes trucs, puis j'ai envoyé, puis j'ai eu un peu de dopamine parce que je voyais le nombre d'abonnés, de likes, de machin. Et après, c'est hyper. Je sais pas s'il y a peut-être. Il y a sûrement des gens qui ont découvert ma chaîne YouTube comme ça. Mais après, j'ai une autre histoire de fou avec TikTok. Vas-y. Ouais, j'avais le lien de ma chaîne, de mon Insta et de ma newsletter, mais je pense pas que les gens ont trop capi. Enfin, j'en parlais pas de ma newsletter dans mes vidéos, donc les gens allaient pas spécialement s'abonner, tu vois. Ok. Mais ouais, j'ai une histoire de fou quand même avec TikTok, c'est qu'il y a un mec, donc il y a un challenge, je crois que c'est le challenge numéro 26. Quand j'étais au Costa Rica, je me suis fait piquer par une fourmi balle de fusil. Ouais. Donc c'est une fourmi, enfin c'est un insecte qui est considéré comme ayant la piqûre la plus douloureuse du règne animal. Donc ça fait mal pendant jusqu'à 24 heures. Moi ça va durer plutôt 6 heures. Et j'ai publié ça sur YouTube. Et en fait, je pense que c'est ce qui a fait décoller ma chaîne récemment.
c'était grâce à TikTok à mon avis. Donc la vidéo était hyper bien référencée sur le mot-clé fourmi balle de fusil. Donc j'avais un bon CTR sur YouTube, tu vois, dès qu'il y avait je devais être à plus de 10%. Donc dès que les gens cherchaient, que ça s'affichait, les gens allaient assez régulièrement sur ma vidéo. Les gens restaient s'abonner. Donc en fait, ça devait envoyer des bons signaux à YouTube. Pendant 2-3 mois, la vidéo, elle a vécu comme ça, même un peu plus. Et ça me ramenait peut-être, je sais pas, cette vidéo-là spécifiquement devait me ramener 10-20 abonnés par jour, tu vois, sur YouTube. Et à un moment donné, il y a un mec qui a piqué ma vidéo. Enfin, qui a piqué le moment où je me fais piquer. J'ai pas fait exprès, mais qui a extrait le moment où je me fais piquer. Qui l'a publié sur TikTok. Ok. Et la vidéo a fait 5 millions de vues, si tu veux. 5 millions. Ouais, le mec est passé il a fait genre, je sais pas, 15 000 abonnés en 24 heures. Avec ma tête, du coup. Moi, j'ai essayé derrière, quand même, en hack, de la republier pour voir, et ça a fait peut-être, je sais pas, peut-être 50 ou 100 000 vues, mais pas du tout 5 millions, quoi. Mais du coup, maintenant, c'est marrant parce qu'elle a été reprise, du coup, plein de fois. Donc, il y a plein d'autres gens qui, vu que ça a buzzé sur TikTok, l'ont republié sur TikTok. Je sais pas, il y a eu au moins 50 vidéos republiées, et il y a eu plusieurs vidéos qui ont dépassé le million, si tu veux. Donc, Putain. Au total, la vidéo a peut-être fait, je sais pas, 6, 7, 8, 9 millions de vues au total sur TikTok. Bref. Moi, j'en ai rien tiré du tout. J'étais évidemment pas accrédité, c'était du vol, voilà. Mais j'en ai quand même tiré quelque chose de positif, c'est que les requêtes sur Google pour le mot-clé fourmi balle de fusil ont explosé suite à ces vidéos-là. Parce que les gens se posaient la question en mode what the fuck, c'est quoi ce truc et tout. Comme j'étais hyper bien référencé, ma vidéo sortait en premier. Donc j'avais un CTR énorme, les gens voyaient ma tête, donc ils cliquaient, ils allaient mater la vidéo, ils s'abonnaient. Et j'avais peut-être, je sais pas, il y a genre encore 2 mois, je devais avoir 5000 abonnés sur YouTube. Ouais. Et en 2 semaines, j'ai pris 20 000 abonnés, tu vois, de plus. Et maintenant, je suis à 40 000. Genre, je suis à 42 000. Et c'est encore cette vidéo qui me drive majoritairement. Maintenant, ça a changé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens allaient majoritairement sur cette vidéo-là. Mais c'était pas tant que ça. C'était quelques milliers de vues, tu vois. Ouais. Mais du coup, YouTube, à mon avis, c'est mon avis. Je sais pas si c'est ça, mais c'est l'analyse que j'en fais a posteriori, a interprété le fait que les gens tapaient ce mot-clé, arrivaient sur ma chaîne, reconnaissaient, du coup regardaient, s'abonnaient, etc. comme bons signaux de cette vidéo-là. Donc il a commencé à recommander ma vidéo. Donc c'était plus des résultats de recherche, c'était de la recommandation. Donc à mon avis, il a fait des tests parce qu'au début, il a recommandé un petit peu. Genre, je prenais 20, je t'avais dit, tu vois, 20-30 abonnés par jour. Ouais. Et là, d'un coup, je me réveille un matin, j'en ai pris 100. Et le lendemain matin, je me réveille, j'en ai pris 200. Puis le matin d'après, j'en ai pris 400, tu vois. Et je me dis, il se passe quelque chose. What the fuck. Et là, je vois que c'est que des mecs hyper intéressés par la survie et tout, qui se font tous recommander cette vidéo, donc ils cliquent massivement. Derrière, moi, j'avais aussi fait 1 semaine de survie dans la jungle. Donc là, c'est un documentaire de 40 minutes. Et derrière, en fait, une fois que les gens regardaient cette vidéo, YouTube leur proposait ce documentaire. Et ça, quand ils matent 40 minutes, en fait, t'as beaucoup d'engagement et du coup, derrière, les gens s'abonnent, quoi. Si jamais ils matent ta tête pendant 30 minutes et qu'ils apprécient le truc. Et du coup, d'un coup, YouTube a dit « Ok, ça marche, j'ouvre les vannes, tu vois. » Et en fait, la vidéo Fourmi balle de fusil a dû faire genre 6 millions d'impressions. Donc tu regardes le nombre de gens YouTube en français, c'est beaucoup de gens quand même, tu vois. Oui. Avec un CTR de 10%, ça fait à peu près 600 000 vues, le truc. Donc, mais c'est via la recommandation. Et je pense que ce qui a initié le truc, c'était la vidéo volée qui a été republiée sur TikTok. Tu vois, initialement. Parce que la vidéo était bien référencée. C'est l'analyse que j'en fais aujourd'hui. Je sais pas si ça fonctionne exactement comme ça. Et du coup, après YouTube, il y avait beaucoup de gens qui sont arrivés sur ma chaîne qui ont commencé à regarder des vidéos. Et des vieilles vidéos, donc la vidéo Fourmi balle de fusil, elle datait de 6 mois avant, tu vois. Et il y a eu des vidéos qui dataient de même 1 an avant, qui ont commencé à être recommandées par l'algo. Et qui, maintenant, tu vois, dépassent les 100 000. Enfin, ça a drivé un peu du monde et ça a créé un sorte d'effet boule de neige. Donc en fait, je sais pas à quel point TikTok est puissant ou pas, mais à mon avis, c'est pas innocent dans la récente croissance de ma chaîne, tu vois. Ok, ouais. Ok. Mais super intéressant, je savais pas du tout ça, et c'est ouf. Je pense que ça va intéresser plein de monde, parce que finalement, en fait, c'est un truc qui revient souvent d'ailleurs chez les youtubeurs, c'est que tu produis du contenu pendant longtemps, et des fois, il y a un truc qui ressort, tu sais pas d'où, c'est derrière les fagots, et ça te fait booster ta chaîne et décoller, alors que c'était une vieille vidéo, des fois, un truc que t'es pas forcément très fier, parfois, et qui explose le truc, alors que t'as fait des vidéos de ouf, et qui font pas forcément un buzz ouf. Bah YouTube, c'est hyper ingrat, en fait, comme réseau, tu vois. Parce que tu crées du contenu, mais ça demande beaucoup de temps.
Au début, t'as pas beaucoup de résultats. Enfin, tout le monde s'en fout, en fait, au début de tes vidéos. Et en fait, peut-être 6 mois après, 1 an après, tu vois des choses qui se passent, qui se mettent en place, et tu t'es récompensé, en fait, bien après, quoi. Mais faut avoir la grinta de se dire, bah, ok, je fais du contenu pendant 2 ans, et même si j'ai pas de résultats, quoi. Régulièrement. Ouais, je comprends. Ça m'a fait penser à un truc par rapport à ça. Donc, du coup, il y a eu ce truc avec TikTok, avec YouTube. Putain, j'avais une question en tête et je l'ai perdue, c'est dommage, j'ai pas pris de notes. Attends. On a parlé de ça. Ouais, donc, t'as fait ton expérience sur TikTok, mais t'avais pas posté de vidéo par rapport à tes vidéos YouTube. En fait, t'as pas fait de reprise de ce que tu faisais sur YouTube, sur TikTok. T'as fait que des expérimentations. J'ai essayé après. En fait, après les Ok. 50 vidéos de dev perso, j'ai essayé de publier des extraits de mes challenges. Et ça a pas Ouais. marché, en fait, parce que j'avais habitué les gens à du dev perso. Et d'un coup, ils m'ont dit, mais pourquoi tu fais plus de dev perso, tu vois? Alors, pourquoi t'es plus là, face cam, à nous raconter des trucs? Ta vie, elle est cool, mais enfin, c'est pas pour ça qu'on t'a suivi au début. Ok. Et du coup, t'as très peu d'attachement sur TikTok. Enfin, en gros, j'ai publié juste pendant 2 mois, donc c'est pas comme si j'avais eu le temps de développer une relation avec les gens ou peu importe ce que je fais derrière, tu vois, ça suit. Donc ça a pas trop marché. Et là, du coup, je vais retenter l'expérience. Bon, moi, j'ai aucun game sur TikTok. Enfin, c'est pas mon combat, si tu veux. Mais je le fais plus Ouais. pour expérimenter, tester. Et du coup, là, j'ai réécrit 35 vidéos sur les biais cognitifs. J'ai pris une page avec 35 biais cognitifs et en gros je dis ouais, connaissez-vous tel biais, tu vois. Je donne la définition, après je donne des exemples et parfois j'envoie quelques vannes et, Ok. et je vais publier ça. Là je vais même moins me mettre la pression, je pense que j'en publierai une vidéo tous les 2-3 jours et ça va me faire 2-3 mois de contenu sur TikTok et pareil je publierai ça en réel sur Instagram et on verra. C'est toujours en mode expérimentation, tu vois. L'idée c'est que ça me prête pas trop de temps, tu vois, j'ai tout écrit d'un coup, je vais tout tourner d'un coup, je vais tout monter et après on advienne que pourra quoi. Et je Ok. te tiendrai au courant des résultats, si ça marche ou si ça flop. Vas-y, je suis chaud. On verra. Je suis chaud. Ça y est, ça m'est revenu ce que je voulais te poser parce que j'ai inventé une question entre-temps, une autre qui m'intéressait. Mais le premier point que je me disais, c'est donc du coup sur les 5 millions de vues potentiellement sur TikTok, il y a que du français ou il y a de l'anglais aussi, tu penses? Tous les commentaires étaient en français, donc je pense que ça a été recommandé principalement des francophones, quoi. Et, Putain, c'est ouf, 5 millions de vues en français sur TikTok. Ça scrolle pas mal sur TikTok, les gens. ouais, c'est chaud, hein. Ouais, c'est vrai, quand tu y penses, je sais pas combien il y a de gens qui ont téléchargé TikTok en France, mais il y a beaucoup de gens qui ont vu ma gueule, en tout cas, mais qui savent pas que c'est moi, et ça, c'est Ça, c'est dommage. ouf. Peut-être que c'est une aubaine, en fait, finalement, c'est peut-être pas plus mal. Je sais pas. Ça se peut, ça se peut. Putain, je suis choqué en vrai que ça peut se faire autant sur du contenu localisé. Parce que sur TikTok, je sais qu'il y a des mecs, le mec numéro 1 là, sur TikTok, quand il s'appelle Oui, je vois très bien, mais... Kale, je me souviens plus quelque son nom. chose, non? Ouais, je me souviens plus exactement son nom. Ouais, Mais oui. il fait des vidéos où il parle pas. Et du coup, grâce à ça, Mm. c'est un des trucs qui a fait que son contenu il a explosé encore plus. Parce que du coup, toutes les langues du monde comprennent les signes, genre avec les exemples à la con, quoi. Ouais, complètement. Mais après, ouais. Après, ça dépend quel est ton objectif, tu vois. Moi, dans l'idéal, j'aimerais que ça me drive du monde sur YouTube ou dans ma newsletter, mais du coup, c'est Ouais. francophone, quoi. Mais, Je sais pas si t'as déjà parlé à Caroline Jurado. Je sais pas si j'ai Jurado, bien ouais. dit son Ouais, nom. ouais, Jurado. on s'est appelé il y a pas niqué son longtemps. nom. Ouais. Elle a bien Je vais la- capitalisé, hein. Enfin, sur de TikTok vers sa newsletter, elle a grave géré, hein. Mais c'est pour ça que je t'en parlais, parce que je sais qu'elle a bien fait ça. Et je sais pas si je l'ai pas encore eu dans le podcast, mais j'ai déjà parlé avec elle. Je vais l'avoir dans le podcast et on va en parler justement de tout de comment elle est arrivée à rediriger son audience TikTok vers des contenus qu'elle fait et qu'elle va monétiser potentiellement. Donc plutôt cool. Ouais, c'est Mais, ça. Bah, elle, son modèle économique, maintenant, donc elle a TikTok, elle fait des vidéos sur la crypto, et elle a sa Ouais. newsletter, et elle a quelques vidéos sur lesquelles elle redirige sa newsletter. Et en fait, c'est pareil, je pense que c'est ticket de loto. C'est quand elle parle de sa newsletter, elle espère que c'est la vidéo qui va péter. Parce que Ouais. si la vidéo fait genre 100 000 vues, la vidéo où à la fin elle parle de sa newsletter, bah ça peut driver des milliers d'abonnements sur sa newsletter, ce qui est ouf. Mais Clairement. c'est toujours la loterie, tu vois, parce que sur TikTok, tu peux publier 10 vidéos, il y en a une qui va exploser, quoi. Et elle en a eu 2-3 comme ça, ce qui a hyper bien fonctionné. Et du coup, maintenant, elle arrive à monétiser sa newsletter avec du sponsoring, donc trop forte, quoi. Elle a trop géré sur ce truc-là. Trop balèze. Et hyper vite, en Ouais, plus, en quelques mois, quoi. C'est trop cool. Mais quand j'y avais parlé, elle m'avait dit qu'elle le monétisait pas pour le moment et qu'elle savait pas si elle allait le faire.
Et j'ai dit, vas-y, regarde, on fait le podcast dans X mois ensemble. Vas-y, je te mets au défi d'arriver à monétiser sur ce projet-là. Mais voilà, voir, ça y est. Putain, trop bien. Et ben, je serais trop content de faire le truc avec elle. On va revenir un peu sur toi. Je pense qu'on a parlé pas mal de trucs, mais en fait, on n'a pas abordé un petit peu. On a abordé la création de ta chaîne YouTube. Finalement, ça c'est ton projet actuel. Ouais, c'est ça. Ton projet principal. Et du coup, la chaîne YouTube, tu peux en vivre maintenant ? YouTube en soi, je peux pas encore tout à fait en vivre. Je crois que là, le mois dernier, j'ai dû faire 1000 € d'AdSense sur YouTube. Donc, ce qui est déjà plus négligeable, tu vois. Ouais. Après, ça nécessite quand même que je continue de construire du contenu. Mais j'ai beaucoup expérimenté de modèles économiques autour du contenu que je voulais faire. Et c'est d'ailleurs récemment où j'ai compris où était mon focus. Ok. Vas-y. En gros, j'ai testé 7 voire 8 modèles économiques différents. Au début, j'avais fait une newsletter payante. Après, j'ai fait des conférences. Après, j'ai fait du coaching en dev perso. Après, j'ai lancé un Patreon. Après, j'ai fait... il y avait de l'AdSense, il y avait de l'affiliation sur la newsletter. Il y avait un petit peu de partenariat. Et pour finir, j'ai fait l'atelier d'introspection. Tu vois, j'ai testé pas mal de choses. Et récemment, j'ai compris en fait où était mon game, on va dire. C'est en analysant un peu justement l'explosion YouTube. J'ai pas mal analysé pour comprendre un peu ce qui s'était passé et pour comprendre comment est-ce que moi sur quoi est-ce qu'il fallait que je me concentre pour continuer dans cette lancée, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux types de créateurs sur YouTube. En fonction de comment est-ce que les gens regardent des vidéos. Parce qu'il y a deux manières de regarder des vidéos sur YouTube. La première, c'est la recherche, puisque YouTube, c'est Google. Ouais. Donc, c'est du référencement. Le second, c'est la recommandation. Donc, on va prendre le premier, qui est la recherche. Sur la recherche, tu peux construire une chaîne YouTube en disant, je vais essayer de bien référencer mes vidéos. Donc, par exemple, tu vas regarder des opportunités SEO dans ta niche. Je prends un exemple, la productivité. Il y a des mecs comme Shubham Sharma, Théo Maréchal, Elliot Meunier par exemple, qui font des vidéos sur la productivité. Et ils vont par exemple parler, je sais pas moi, d'outils comme Notion, et ils vont faire 5 astuces sur Notion, nouvelle mise à jour Notion, etc. Et donc ça, c'est des vidéos qui vont se référencer pour les gens qui cherchent du contenu sur Notion. Guide complet Notion 2021, tu vois, ce genre de truc. Ouais. Exemple je sais pas s'ils ont fait ça comme vidéo, mais c'est juste pour imager. Ça se peut. Ça se peut de ouf. Ouais. Mais du coup, opportunité de référencement. Et derrière, l'idée, c'est pas tant de fédérer une communauté derrière leur contenu que d'amener les gens dans leur pipe de newsletter. Enfin, leur dire, OK, si tu veux choper ma formation gratuite en Notion, inscris-toi là, tu vois. Ou sur Obsidian, ou peu importe. Et derrière, les gens arrivent dans leur séquence mail. Et derrière, ils leur vendent une vidéo. Un truc qui marche très bien, c'est tu réponds partiellement à une question posée. Donc, tu fais une vidéo en posant une question. Comment faire tel truc, tu vois. T'apportes une partie de la réponse et après, dans ta formation payante, tu amènes le reste de ta réponse. Okay, ouais. C'est un modèle qui marche hyper bien. Généralement, c'est pas des énormes communautés. Tu vois, il n'y a pas des gens qui ont des millions d'abonnés. Enfin, il y en a peu, surtout pas en France. Il y en a pas trop qui ont des communautés énormes sur ce modèle-là. Peut-être que le meilleur, ça doit être Marketing Mania, tu vois, sur ce modèle-là. Et encore maintenant, il fait du contenu un peu plus grand public maintenant. Oui, parce que il a créé un SaaS maintenant aussi. Donc je pense que sa force de monétisation, c'est devenu énorme en fait. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, c'est devenu une chaîne. C'est un gros truc, quoi, Marketing Mania. Mais au début, c'était un peu ça le modèle. Et c'est une manière qui fonctionne hyper bien en fait, parce que tu peux avoir une petite niche, même, tu vois, si tu fais quelques milliers de vues, mais si derrière ça convertit et que tu vends des formations à 500 balles ou à 1000 balles, tu peux très bien vivre en fait comme ça. Donc ça, c'est le premier game. Le deuxième game, c'est le jeu de la recommandation. 80% des vues, je crois, alors on va vérifier le chiffre, mais il me semble que c'est 80% des vues sur YouTube, c'est de la recommandation. Ok, putain, c'est ouf. Donc, ça veut dire que c'est là où il se peut se passer des choses. Et donc, typiquement, moi, qui incarne ce deuxième profil, je fais pas des vidéos en regardant des opportunités SEO, je m'en fous complet, tu vois, je fais pas d'études de marché ou quoi, je regarde pas la concurrence, je m'en fous de tout ça, quoi. Je vis un truc, je filme, j'en fais une vidéo et j'envoie, quoi. Et l'objectif, c'est que ce soit recommandé par YouTube. Et donc ça, c'est pas tout à fait les mêmes modèles économiques, parce que si à chacune de tes vidéos, tu dis aux gens d'acheter ta formation, ou d'aller dans tes mails, ou d'aller sur ton site, ou d'aller lire ton article de blog, et tu fais sortir les gens de YouTube, et donc YouTube a pas intérêt à te recommander, si tu veux.
Donc YouTube préfère que recommander si tu dis bah voilà j'ai fait une vidéo sur tel autre sujet donc va voir ma vidéo et en fait que les gens binge-watch toute ta chaîne parce qu'ils suivent une aventure, tu vois. Tu vas pas binge-watcher toute une chaîne de productivité sur Notion à moins d'être un vrai fou furieux. Alors que tu découvres une nouvelle chaîne sur un mec qui joue à plein de jeux ou qui fait de l'humour ou quoi que ce soit, tu peux tout te mater parce que ça te fait marrer quoi. Donc ça c'est le deuxième modèle et là le modèle économique c'est pas tout à fait le même, c'est plutôt le modèle de j'ai une grosse audience, comment est-ce que je la monétise tout en restant sur YouTube et tout en ayant des modèles économiques qui divisent pas l'attention et qui font pas forcément sortir les gens. Alors une fois que tu as une grosse communauté tu peux commencer, tu vas mettre en place des choses, des formations ou des hoodies ou vendre des pulls ou peu importe, mais au tout début si tu veux jouer ce jeu là et avoir de la croissance faut que tu joues ce jeu là quoi, sans diviser l'attention et sans donc voilà. Et moi j'ai réfléchi un peu à tout ça et donc dans tout ce que je t'ai dit, tu vois, dans tous les modèles économiques que j'ai testés, j'avais beaucoup de défocus en fait. J'étais un peu partout et nulle part à la fois. Du coup, j'étais moyen partout et j'étais pas très bon nulle part, quoi. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ok, mon focus il est sur YouTube. Ce que je veux faire, c'est explorer. Je veux pas être reconnu ni comme un coach, ni comme un conférencier, ni comme un vendeur de formation. D'un point de vue identitaire, qui je veux être, c'est être un explorateur, tu vois. C'est les gens qui m'inspirent, c'est Mike Horn, c'est pas tant Marketing Mania. Enfin, même si j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais d'un point de vue identitaire, quoi. Oui, c'est pas ça que tu veux ressembler, même si c'est cool ce qu'il fait. Exactement. Et tu connais peut-être Bruno Maltor que j'ai eu dans le podcast. Ouais, carrément. Typiquement, lui, il est à fond dans le voyage et dans tout ça. Et du coup, mon game, il est comment est-ce que je fais le meilleur contenu possible sur YouTube. Et donc, il faut que j'apprenne à arrêter de... Par exemple, moi, j'écris une newsletter à chaque challenge. Donc, je fais une vidéo YouTube et j'écris une newsletter. À chaque fois, du coup, cette newsletter, ça génère un article sur mon blog. Et à chaque fois, je disais aux gens, si vous voulez aller plus loin, j'ai écrit un article. Donc, erreur, si tu veux. Erreur de défocus. Il faudrait pas que je dise ça. Éventuellement, je peux avoir un call to action qui est abonne-toi à ma newsletter. Comme ça, je te fais sortir une fois du YouTube. Mais après, t'es abonné et en fait, du coup, tu reçois direct dans tes mails et tout ça. Mais c'est pas idéal, mais bon. Moi, je trouve ça quand même important d'avoir une newsletter parce que ça te permet d'être indépendant sur ton contenu. Oui, c'est un truc qui revient souvent, c'est que quand t'es trop dépendant d'une plateforme, t'es à la merci de la plateforme un petit peu. C'est bien d'avoir ton propre... Et la liste mail, c'est le seul asset que tu possèdes vraiment, finalement. Et donc voilà, donc maintenant mon modèle économique, si tu veux, il est plutôt ciblé sur 4 leviers qui sont complémentaires et qui divisent pas mon temps ni l'attention des gens. Donc le premier, c'est la publicité sur AdSense, qui va venir quoi qu'il arrive. Le deuxième, c'est un peu d'affiliation. Quand je parle de quelque chose que j'aime bien, que j'utilise, soit dans ma newsletter ou sur YouTube, ou mes caméras, ou mes trucs comme ça me rajoute rien, si tu veux. Donc ça, je peux le mettre. Dans ma newsletter, c'est à la maison, tu vois. Ça, c'est pas grave si je fais de la redirection de liens. Le troisième, c'est le sponsoring. Ça, pareil. Que j'ai un sponsor ou pas, de toute manière, je vais faire la vidéo, si tu veux. Je vais aller vivre mes expériences. Donc en fait, c'est juste complémentaire. Et donc là, il faut que j'habitue, je pense, mon audience au fait qu'il y ait peut-être un sponsor par vidéo. Donc j'ai kill le Patreon, j'ai kill les conférences, j'ai kill le coaching, j'ai tout arrêté. En me disant aussi, par exemple, le Patreon, ça pourrait être complémentaire, mais ça veut dire qu'à chaque vidéo, si tu veux avoir des gens sur ton Patreon, il faut que tu en fasses un focus. Ça veut dire qu'à chaque vidéo, il faut que tu parles de ton Patreon. Et du coup, c'est hyper chiant, en fait, pour les gens. Donc moi, je préfère me dire que, quitte à parler toutes les vidéos d'un truc autre que le sujet de la vidéo, je préfère que ce soit un sponsor qui soit en lien avec la vidéo. Par exemple, je me fais sponsoriser par une agence de voyage immersif pour aller faire une de leurs expériences, tu vois, plutôt qu'un truc qui n'a rien à voir. Et la réflexion, c'est aussi de me dire, si je peux me sortir 2000 € par mois, par exemple, avec un Patreon, ça veut dire que je suis déjà tellement énorme que je peux peut-être faire 10 fois plus en sponsoring. D'un point de vue de focus, quoi. Donc autant aller chercher l'argent là où il est, à savoir les entreprises, et laisser les gens tranquilles et leur apporter un maximum de valeur, même gratuitement, pour faire grossir l'audience, tu vois. C'est un peu mon focus du moment. Alors peut-être qu'il y a d'autres créateurs qui pourraient me donner tort, tu vois. Mais c'est ma vision du truc pour le moment. Et le dernier, du coup, c'est les produits. Et moi, j'en ai juste un seul que j'avais fait quand j'ai testé, et je veux pas trop en faire d'autres, je veux pas m'éparpiller. Qui est un atelier d'introspection 40 jours pour apprendre à se connaître, et qui pour le coup est hyper complémentaire avec ce que moi je fais, parce que je prône tout le temps aux gens l'introspection. Enfin moi c'est par là, tu vois, que quand je me suis présenté tout à l'heure, j'ai commencé par ça, et c'est quelque chose qui a émergé naturellement. Je l'ai fait pour moi, puis après je l'ai fait pour mes potes, puis après je l'ai fait pour les gens de ma newsletter, et j'ai fini par en faire un produit tellement je voyais qu'il se passait des choses et que c'était trop bien. Et donc c'est un sorte de calendrier où t'as 40 jours, et chaque jour tu ouvres comme un petit calendrier de l'Avent, et t'as des exercices, des petits exercices d'introspection, donc des citations à méditer, des ressources à explorer, et surtout des questions à te poser. Et ça, en fait, je vais m'auto-sponsoriser. Donc, j'ai un petit encadré dans ma newsletter qui en parle.
Et quand j'aurai pas de sponsor, l'idée c'est de m'auto-sponsoriser avec mon propre produit qui est l'atelier introspection, qui fait sens peu importe le sujet de la vidéo en fait, parce que moi je parle d'expérience et de challenge, donc en fait introspection c'est ultra lié, tu vois. Donc c'est un peu ça mon modèle économique aujourd'hui. Et ça actuellement, maintenant, ça te permet d'en vivre et t'as pas besoin d'autres sources extérieures. Ouais, c'est ça. Alors moi j'ai pas des moyens de ouf, tu vois. Enfin je vis pas, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, je suis minimaliste. Je me paye un vol de temps en temps et je fais des sauts de puce de pays en pays, donc je fais pas non plus, je traverse pas la planète comme ça du jour au lendemain. Et puis je vis dans des petits Airbnb tranquilles, ou parfois je pars un peu plus en mode route, mais tu vois j'aime pas trop faire à manger, donc je vais quand même beaucoup au resto et tout ça. Et je dois en avoir, si je lis sur tous les pays, tu vois, sur l'année dernière j'ai dû dépenser à peu près 1500 € par mois. Oui, ça va. Donc en lissant. Bah, évidemment tu dépenses pas la même chose quand t'es à Morogoro en Tanzanie, quand t'es à Dubaï aux Émirats, quoi. Mais quand tu lis, c'est à peu près ça. Et en fait, 1500 €, c'est assez vite jouable, quoi. Tu peux les atteindre. Et aujourd'hui, j'ai pas de, tu vois, je suis pas trop en mode MRR, j'ai pas de SaaS ou quoi, donc ça varie pas mal d'un mois sur l'autre, mais globalement, ça couvre déjà mes dépenses et j'en suis qu'au début, j'ai encore un peu de cash de côté, donc j'ai beaucoup moins la pression financière aujourd'hui qu'au début, et encore, je l'avais pas tant que ça, tu vois. J'avais déjà un peu de cash de côté, donc j'avais du temps. Je vois l'argent comme du temps, en fait. Je sais combien je dépense par mois, donc 1500 €. Et donc tu dis, bah voilà, combien j'ai d'argent de côté, donc c'est combien de temps j'ai pour trouver mon modèle économique. Mais du coup, quand c'est ton propre argent et pas celui qu'on te prête ou que tu lèves ou quoi... T'es beaucoup plus smart dans l'approche pour y arriver, non? Ouais, et tu testes beaucoup plus, et t'es skin in the game, quoi. Tu vois, tu joues ta peau, quoi. C'est ton fric. Quand tu fais de l'ad sur Facebook, tu dis pas, allez, je balance 20 000 balles pour tester, m'en fous. Tu dis, non, je prends un coaching Facebook et je fais des tests à 50 € par jour et je vois ce qui se passe, et après je scale quand ça marche, tu vois. Mais donc voilà, un peu plus raisonné dans l'approche, quoi. Ouais, c'est exactement pour ça que j'ai arrêté. Tu sais, j'étais CTO et associé d'une startup et j'avais des petits projets à côté qui marchouillaient, je voulais les faire marcher plus, et en fait, quand t'as de l'argent qui rentre à côté, ben, t'es pas forcément très motivé à aller chercher ce que tu veux, tu vois, t'en as envie, mais c'est un peu ben, t'es pas skin in the game, tu t'en fous, tu vois, ma source d'argent, c'était le fait dans la boîte là où j'étais associé. Donc du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais arrêter ça, même si ça me plaît, même si j'aime bien l'équipe et tout, et parce que je croyais plus dans l'idée de faire des projets à plusieurs, d'aller lever des fonds, ce qu'eux, ils avaient besoin de faire parce que le projet le demande. Bah du coup je me suis dit vais-y, je vais arrêter et je vais faire mes projets en mode skin in the game. Là j'ai plus de sous, j'ai plus de source de revenus, j'ai juste mes petits projets et ma meuf qui m'aide à survivre, et je vais tenter de vraiment en vivre. Et là il y a que en faisant ça au bout d'un moment que tu arrives à trouver la motivation. Tu vois, tous les jours là je suis focus sur mes projets, tu vois. Il y a un mec qui me propose des missions freelance, tu sais, je me dis je pourrais, mais ouais, pas envie, hein. ça va juste repousser ma mort de 1 mois, mais ça change rien. Tu vois, t'es beaucoup plus smart dans l'approche, quoi, ce que je disais tout à l'heure. Ouais, c'est clair. Bah ouais, je suis d'accord avec toi. Et en fait, il y a aussi la relativité du risque, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui disent entreprendre, c'est hyper risqué. Alors déjà, c'est une perception, enfin, tout est une question de point de vue. Est-ce que c'est plus risqué d'entreprendre ou de passer 8 heures par jour derrière un bureau à travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre? Je sais pas. Ça, c'est une question philosophique. Ouais. Mais au-delà de ça, le risque, il est hyper relatif. Au pire, même si tu vas... Enfin, moi, je sais, en tout cas dans mon cas, parce que j'ai la chance d'avoir une famille, d'avoir un toit. Enfin, j'ai un endroit en France où je sais que quoi qu'il arrive, même si j'arrive plus personne, j'arrive pas à gagner d'argent, plus personne veut me donner des sous, j'arrive pas à en faire, et j'épuise tous mes sous de côté, ben, j'aurai toujours un toit, je pourrais dormir et j'aurai à manger, tu vois, je serai pas à la rue. Donc au pire, je pourrais recommencer de là, recommencer de zéro, et au pire du pire, me retrouver un taf, de la stabilité et quoi que ce soit, tu vois. Oui, c'est ça. Ça fera un peu chier tes parents, mais ils t'aideront, quoi. C'est clair, voilà. Donc au pire, je repars dans... Enfin, pour moi, mon scénario catastrophe, c'est je retourne en CDI, tu vois. Ce qui est hyper ok. Donc en fait, le risque, il est hyper relatif. Et aujourd'hui, j'ai vraiment pas du tout l'impression de prendre des risques. Et au contraire, par rapport à ma santé mentale et tout ce que je fais, aujourd'hui, je suis hyper épanoui, tu vois, par rapport à avant. Et j'ai l'impression que... non. Le risque, c'était de continuer dans l'autre chemin, quoi. Mais en fait, je pense que le risque, il vient pas de genre tu risques ta peau, c'est un risque d'ego. T'as le risque
de faire de la merde et de devoir te dire ok en fait je suis pas bon et je me remets en question. C'est ça qui fait peur aux gens en fait. C'est qu'en fait il y a des trucs qu'ils vont devoir apprendre et ils vont prendre des murs, tu vois. Et c'est ça en fait que les gens ont peur, je pense. Bah, t'as 4 grandes peurs en fait. Enfin, le sujet des barrières mentales, c'est un sujet qui m'obsède. Quand je me présente, je dis toujours bonjour, je m'appelle Uli, je suis en train de relever 100 challenges à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales. Donc c'est vraiment mon why, le truc qui m'habite, c'est ça quoi. Et donc, quand j'ai commencé à creuser, quand j'ai fait atelier introspection, j'ai pas mal échangé avec tous les gens, tous les abonnés, pour comprendre un peu d'où venaient leurs peurs, pourquoi est-ce qu'ils se lançaient pas. Et j'en ai sorti 4 grandes. Donc, t'as la peur, tu parlais, la peur de l'échec, la peur de se planter. T'as la peur de manquer d'argent. T'as la peur de manquer de compétences. Et t'as la peur du jugement des autres. Donc, c'est un peu les 4 grandes peurs que j'ai identifiées. Il y en a peut-être d'autres, je suis pas non plus je suis pas un chercheur là-dedans. Hein. C'est juste par expérimentation que j'ai sorti ça. Donc c'est les 4 grandes peurs qui sont identifiées, et ces 4 grandes peurs, elles ont un point commun. Et d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure. Je sais pas, est-ce que tu arrives à le voir, le point commun? Alors, tu as dit le manque d'argent, le fait de ne pas y arriver, le fait de ne pas avoir les compétences. Et le jugement des autres. Et le jugement des autres. Je pense que c'est... C'est toujours ouais, je pense que c'est toujours ce qu'on disait tout à l'heure, c'est par rapport à ce que toi tu crois, et à tes croyances personnelles, non? Parce que en fait, le jugement des autres, c'est vachement relatif. Ça va, en fait, ouais, t'es vraiment pas loin. Le point commun, c'est le manque de confiance en soi. Oui, voilà. En fait, si tu reprends les 4, la peur de l'échec, c'est le manque en ta capacité à réussir. La peur de manquer d'argent, c'est la peur de ton aptitude à créer de la valeur et à être payé pour. La peur du manquer de compétences, c'est tu manques en ta capacité d'apprentissage et à exécuter. Et la peur du jugement des autres, c'est tu manques tu manques de confiance en l'image que tu vas renvoyer. Tu vois, est-ce que je vais être ridicule ou pas? Donc en fait, la confiance en soi, c'est le truc c'est le truc qui relie toutes les peurs et qui empêche les gens. Et alors après, ça se manifeste de telle ou telle manière. Parfois, les 4 chez les gens. Donc là, c'est un énorme blocage, le mec se lancera jamais. Parfois, juste un, en fait, il en suffit d'un et tu te lances pas. C'est pour ça qu'il y a autant de gens il y a aussi peu de gens qui se lancent parce qu'il faut arriver à un moment donné à dépasser, parfois 4, parfois 3, parfois 2, parfois juste une. Mais déjà, juste une, c'est pas si simple. Ça demande d'aller à contre-courant, de sortir d'un modèle préconçu, de se dire, ok, j'y vais, quoi. Et ça, le manque de confiance en soi, en fait, on n'est pas dans une société aussi qui nous pousse à avoir confiance en nous. Dès que t'as un peu confiance en soi, on dit que t'es égocentrique ou quoi que ce soit, alors que c'est pas vrai, enfin c'est pas forcément vrai, tu vois, ça peut être hyper sain d'avoir confiance en toi. Un des trucs qui est rigolo souvent, c'est tu dis ah ouais je vais faire ça et je vais y arriver, etc. Et les gens ils disent ouais mais non, enfin genre il y a peu de chances que tu y arrives. Tu sais, on est vraiment dans un modèle très décourageant, alors qu'il faudrait dire ouais tu sais à l'américaine, je pense que l'idée un peu américaine d'entreprendre est vachement plus bienveillante que chez nous. Nous on est blindés de barrières mentales et on projette sur les autres nos propres limites et nos propres peurs, si tu veux. Si quelqu'un te dit que tu vas pas y arriver, c'est que en fait il parle de ses propres limites. Lui il croit pas en lui, donc il va pas croire en toi, tu vois. C'est ça. D'ailleurs, faut d'abord croire en soi pour que les autres croient en toi. Si personne va le faire à ta place, en fait. Si t'attends que quelqu'un te dise vas-y, t'as les compétences pour y aller, tu peux attendre très longtemps, en fait. Parce que clairement. C'est rigolo, le fait de parler de ça m'a fait repenser à une blague qui est un peu nulle, mais que je trouve qui est vachement représentatif. C'est, je sais pas si tu connais ce truc-là, c'est, il y a un mec qui vend des escargots, et en gros, il y a 2 seaux d'escargots. Il y a un seau d'escargot avec une planche dessus, et il y a un seau d'escargot avec pas de planche dessus. Et le mec dit, mais pourquoi il y a un seau d'escargot avec des planches, et l'autre, il y a pas de planche? Il dit parce que là le seau avec la planche c'est le seau des escargots américains et ils donnent tout pour essayer de sortir du pot et genre si on met pas un truc pour les bloquer dans 1 heure il y en a plus, et le seau d'à côté c'est le seau d'escargots français où en fait dès qu'il y en a un qui monte les autres ils l'attrapent, ils disent hey, tu vas où là? Genre t'as cru que t'allais y arriver je connaissais pas ça. Alors, je l'ai peut-être très mal raconté, parce que j'ai dû inverser la chute, des trucs comme ça, mais en gros, c'est un peu l'image. Tu vois, on en est venu à faire une blague de ça parce que c'est un truc culturel chez nous qui est un peu nul. Bon, il y a des trucs très bien dans notre culture et il y a des trucs moins bien. Et mais voilà, je trouvais que ça me faisait vachement écho à cette blague. Ouais, mais je pense que t'as raison. Je pense que c'est culturel vraiment en fait. T'as raison là-dessus. Mon analyse là-dessus, c'est que si tu veux, nous on n'est pas forcément éduqués à entreprendre, ce qui est normal. Si tu reviens 2 générations en arrière. 2 générations en arrière, c'est la génération qui a éduqué nos parents.
Donc quand nos parents étaient à l'école, c'était la génération d'avant qui les éduquait. Leurs professeurs, leurs parents, etc. Donc on était dans un monde où il n'y avait pas Internet à ce moment-là. Quand nos parents étaient à l'école, il n'y avait pas Internet. Et où c'était beaucoup plus compliqué d'entreprendre. Si tu voulais monter une boîte, quand nos parents avaient 20 ans ou quoi, il fallait être skin in the game, quoi. Fallait emprunter, il fallait lancer dans un truc, fallait 10 000 euros. C'est ça, voilà. Il fallait de la permission surtout. Il fallait demander la permission à une banque ou à quelqu'un, ou alors il fallait une sacrée paire de couilles. Ensuite, donc nos parents, eux, ils ont eu cette éducation-là. Nous, on est arrivé quand nous on était jeunes. Enfin, moi j'ai 27 ans, donc tu vois, on est né un peu avec Internet, avec le début d'Internet. Mais quand nous on était à l'école encore petit, c'était pas encore hyper développé ou quoi, et il y avait pas trop cette culture de tout ça, ni même de l'entrepreneuriat et tout ça. Nous on est éduqués par nos parents et deux par nos profs, si tu veux. Si ton prof il est prof, c'est qu'il est pas entrepreneur déjà. Ouais. C'est qu'il est certainement pas entrepreneur, tu vois. Donc déjà tu passes beaucoup de temps dans ta journée avec des gens qui ont pas du tout cette culture-là à l'école. Et derrière, à moins d'avoir des parents entrepreneurs ou d'être dans un milieu qui a l'habitude de prendre des risques, t'es pas éduqué à ça non plus. Et du coup, il a fallu attendre un peu cette génération-là, la nouvelle, là, en ce moment, où il y a de plus en plus de réseaux qui ont émergé, qui permettent à n'importe qui de se lancer depuis sa chambre sans la permission de personne. Tu vois, on parlait tout à l'heure de TikTok, le mec qui a le plus grand nombre d'abonnés, il a demandé la permission à personne, il a ouvert sa chaîne TikTok, il a fait des vidéos, il a cartonné, et maintenant il en a un business, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que nous, on a dû faire cet effort conscient de s'éduquer à ça, en comprenant qu'il y avait des nouvelles opportunités grâce à Internet, concrètement. Enfin, c'est Internet qui a émergé, enfin, qui a fait émerger tous ces nouveaux business, tous ces nouveaux modèles économiques. Et moi, je suis très optimiste pour la suite, et je commence déjà à avoir des jeunes qui sont hyper impressionnants, tu vois, on parlait de productivité tout à l'heure, je parlais d'Elliott Meunier, j'avais pris cet exemple-là, le mec il a 17 ans, il est hyper impressionnant, enfin pour lui ça n'a aucun intérêt de faire des études, là il va passer son bac, il a déjà un énorme business, il est hallucinant, il y a déjà 5 personnes qui bossent pour lui, c'est juste hallucinant, et en fait le mec s'est éduqué tout seul maintenant parce qu'il a d'autres exemples et qu'il peut voir comment ça fonctionne. Et puis bon, il est hyper smart aussi, mais ce que je veux dire, c'est que je suis hyper optimiste sur le fait que plus tard, en fait, maintenant, on vit dans un monde où c'est devenu presque banalisé. Il y a de plus en plus de petits qui disent, moi, plus tard, je vais être youtubeur. Alors, évidemment, les parents trouvent ça ridicule pour l'instant. Moi, si j'avais un petit qui me dit, je vais être youtubeur, je dis, mais putain, mais bien sûr, go. Trop bien, tu vois. Go, va documenter tout ce que tu fais, construis ta communauté, construis ta distribution, tu pourras faire n'importe quel produit plus tard et tu gagneras bien plus d'argent que moi, tu vois. Donc, vas-y. Ouais. Mais c'est parce que c'est pas encore dans les mœurs, c'est pas encore culturel. Mais je pense que ça va se faire, tu vois. Ouais, bah oui, moi je le vois, tu vois, j'ai des petits cousins et il y en a qui commençaient à partager des trucs et leurs parents, direct, ils les ont freinés. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le côté culturel. Au lieu de t'encourager, on va dire, mais non, mais arrête tes conneries, tu vas faire des études et tu feras comme tout le monde. C'est le seul truc dommage, mais ça devient de plus en plus simple parce qu'en fait, même si tes parents ils te disent non, tu peux quand même créer un compte sur YouTube et créer ta chaîne et ils le sauront même pas. Et il y a plein de chaînes comme ça où Alors, c'est qui que j'avais un exemple comme ça? Mais j'en ai vu un youtubeur qui est devenu connu alors qu'il avait pas l'âge requis et qui s'est démerdé et il a dû apprendre à ses parents qu'il avait un business et qu'il fallait enfin genre c'était le monde à l'envers quoi. Ils se sont dit ah ok, tu gagnes plus d'argent que nous. Comment on fait? L'argent ça met d'accord tout le monde, hein. Dès lors que tu gagnes du cash, les gens peuvent penser que tu fais bon, ouais, tu fais 10 000 euros par mois. Mais YouTube c'est pas si mal. Attends, c'est quoi ta formation? C'est quoi là second cerveau? Ah, c'est intéressant, dis donc. Ouais. Non mais c'est sûr, hein. De toute façon, nos parents, ils sont sur T'as deux types de postures dans la vie. T'as la posture défensive et la posture agressive. La posture agressive, c'est de dire ok, je prends le risque et je vais essayer de visualiser les outputs, tu vois, le résultat du truc. Ouais. Du coup, je prends le risque et j'y vais et je mène ma vie d'un point de vue agressif, c'est-à-dire je suis actif dans tout ce que je fais et je plante des graines partout, je laboure, j'essaie de récolter et voilà. J'ai un mode de vie agressif. Quand il y a un risque, je préfère le prendre plutôt que ne pas le prendre. Je te donne un exemple hyper concret juste après. Le mode défensif, c'est en fait, voilà ce que tu pourrais perdre, tu vois. Exemple où moi je suis encore sur la défensive et ça me saoule et j'ai qu'une envie, c'est de mettre une grande tarte pour passer en mode agressif, mais j'ai encore ce FOMO à la con, tu vois. Là je me dis c'est le moment de step up sur YouTube en qualité.
Alors, je pense que j'ai une qualité qui est très ok, mais j'ai pas la passion pour passer de bonne qualité à excellent, tu vois, filmmaking, truc de pro et tout. Pourquoi? Parce que j'ai pas la passion de l'image. J'ai la passion de l'écriture. C'est pour ça que j'ai une newsletter, que j'adore écrire et que mon but, le challenge numéro 100, sera d'écrire un livre sur tout ce que j'aurais appris. Mais mon but, c'est pas de faire forcément un film, tu vois, si c'était moi qui devrais le faire. Voilà, bon, j'ai fait un documentaire, mais j'étais en caméra, tu vois, à la main, dans la jungle et tout. C'était pas, j'ai pas fait du filmmaking de ouf, quoi. Et je me dis, du coup, pour Step Up, puisque moi, je suis pas déterminé, j'ai pas la grinta pour apprendre à m'acheter une grosse caméra et tout ça. J'aime bien voyager en mode hyper light et partir dans mes délires. Il faut que j'ai un filmmaker, quoi. Il faut que j'ai un mec qui puisse me suivre partout, parce que je peux pas déléguer mon montage. Tu peux déléguer ton montage quand tu fais une vidéo scriptée sur un sujet précis. Les 5 astuces de Notion, ben voilà, tu fais ton truc, t'envoies et tout ça. Quand tu fais une vidéo, pendant une semaine, t'es dans la jungle, le mec, tu lui envoies 4 heures de rush dans la jungle, il va rien comprendre. Si tu veux raconter une histoire, faut être là, il faut le vivre, le truc. Oui. Et du coup, je me suis dit, si je veux step up maintenant, bah, il faut que j'ai un mec, filmmaker, qui me suive partout. Ce qui a un coût. Évidemment, il faut que tu lui payes du coup l'avion, l'hôtel, le mec puisse te toute suivre. Sa vie. Voilà, faut que toute sa vie. Alors éventuellement, même si tu le payes pas trop, tu prends un mec qui est un peu junior, même si tu peux t'en sortir pour pas trop cher, je pense, parce que tu prends un mec qui sort d'école, qui a envie de vivre une aventure de ouf, tu dis bah viens, pendant un an tu me suis partout, on va voyager, on va tout casser, tu seras tout frais payé, en plus tu auras de l'argent de poche et on peut faire un truc cool, quoi. Mais quand même, en gros là j'arrive tout juste à soutenir mon lifestyle. Est-ce que je peux soutenir le lifestyle de plus de quelqu'un d'autre, plus lui payer un petit salaire, tu vois? Ça veut dire qu'en gros, je prends ma réserve d'argent et je me dis, bah, j'avais peut-être 2 ans encore tranquille, quoi. Et ces 2 ans-là, bah, en fait, ils vont fondre et il faut peut-être que j'accepte que j'ai plus qu'un an et qu'en fait, pendant 1 an ou pendant 6 mois, je prends un mec qui me suive partout. Et donc là, posture défensive, c'est, bah, j'ai pas envie d'aller taper dans l'argent que j'ai mis de côté. Parce que ça me rassure d'avoir du temps, même si je gagne plus d'argent, bah, j'aurai quand même du temps pour redévelopper mes trucs, relancer des nouvelles choses, j'aurai pas la pression. Posture agressive, bah non, j'embauche un mec et même si mon compte va fondre à vue d'œil à court terme, en fait peut-être que ça va me rendre beaucoup plus bankable parce que ça va faire grossir beaucoup plus ma chaîne. Je vais pouvoir signer des gros partenariats et en fait il suffit que je signe 2 partenariats par mois. Je publie 2 vidéos par mois sur YouTube. Si sur chaque vidéo j'ai un partenaire à peut-être 2 000 € la vidéo, bah en fait je peux largement avoir un filmmaker et c'est réglé, quoi. Le truc. Et au pire du pire, le pire des scénarios, c'est ça se passe hyper mal et en fait on peut juste arrêter la collaboration au bout de 1 ou 2 mois. J'aurais peut-être perdu 5 000 €, tu vois, mais c'est pas très grave, tu vois. Donc je me dis voilà, et en fait entre les deux il y a probablement le scénario qui pourrait se passer. T'as beaucoup de monde, de scénarios où en fait je suis juste break-even, quoi, où ça m'aide et en fait sauf que je suis break-even en faisant du joli sur YouTube, je fais du beau, je fais pas du homemade comme j'ai fait jusqu'à présent. Oui, du coup, ça pérennise encore plus ta chaîne, quoi. Oui, c'est ça. Si je pense long terme, en fait, le break-even est juste très bien long terme, si tu veux. Oui. Et donc voilà. Et là, j'ai encore cette peur à la con. Je suis encore en mode posture défensive. Alors, j'ai commencé à identifier des gens et tout, à leur dire ouais, t'inquiète, des prochaines expériences, je t'envoie un message, on part ensemble. Mais je l'ai pas encore fait, tu vois. Donc, je suis encore en posture défensive. Ok. Ce qui me saoule. Il faut que je change. Et c'est rigolo que tu parles de ça parce que moi j'ai le même problème que toi, mais à l'inverse, je pense qu'il y a des moments il faudrait que je sois un peu défensif et je suis tout le temps agressif. Okay. Exemple concret là, du coup, je me suis dit ok, j'arrête d'avoir un salaire qui rentre, je m'en bats les couilles, je vais vivre avec mes fonds et avec ce que Shannon, ma copine, gagne. Mais du coup, le podcast, j'ai un monteur parce que je veux que ça soit bien. Et j'ai quelqu'un qui me rédige aussi les résumés et qui fait les covers. Donc ça me fait 700 € par mois. Ce qui est assez cher, mais ça m'automatise un max de taf et c'est un truc que j'aime pas faire et eux ils le font très bien. Et du coup, là j'ai plus de rentrée d'argent et du coup tous les mois, je perds 700 € de mes économies qui viennent juste de ces projets-là, tu vois. Et je me dis, je vais pas l'enlever. Je vais pas l'enlever parce que ça plante des bonnes graines et ça fait avancer le podcast et je le ferai jamais aussi bien si je les ai pas sous la main parce que eux, ils bossent, tu vois. Comme moi, j'ai pas la motive de faire des trucs sur le podcast, eux, ils bossent parce qu'ils sont payés. Et moi, tu vois, j'ai pas la régularité encore sur certains trucs, surtout sur aller monter de l'audio du podcast. En vrai, ça m'amuse pas du tout. Donc, je vais le faire 1 fois, 2 fois, puis après, je vais pas publier le podcast. Et puis, la régularité du podcast va être niquée juste parce que c'est un taf que j'aime pas trop faire et qui est nécessaire. Alors que
tu trouves un sponsor pour le podcast, par exemple, je sais pas si c'est ton modèle économique, mais ou même tu fais, si t'arrives à créer un produit qui redrivera là-dessus, bah, peut-être que tu vas hyper vite absorber les 700 et du coup après c'est break-even et ça peut même être rentable quoi là-dessus. Mais tu vois, même ça, j'aurais pu, j'ai vite fait chercher des partenaires, vite fait, très mal on va dire, je l'ai pas fait avec une bonne intensité parce que si je voulais, je le ferais bien, je pense, mais je l'ai pas fait parce qu'en fait je suis en mode planter des graines. Faire le podcast, ça me permet de rencontrer des gens trop stylés, ça permet de faire découvrir des gens trop stylés à des gens qui en ont besoin de l'entendre, et ça me crée une communauté qui crée ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Ça va faire que plus tard, si j'ai des trucs à vendre, ou tous les projets que je parle, ils gagnent gratuitement de la notoriété par rapport à tout le travail que j'ai fait sur Indie Maker. Donc du coup, ça me suffit et je suis full en mode agressif. Alors que je pourrais trouver, tu vois, un entre-deux, chercher le break-even, tout ça, mais je me dis nique sa mère, tu vois. Je préfère essayer de me dire, je vais faire des sous. Ouais, mais du coup, c'est un peu stupide parce qu'en vrai, un entre-deux où tu trouves un partenaire, ça serait pas débile et ça me permet. Ouais, tu prends 2 semaines où tu dis mon focus c'est de couvrir juste ces 700 € par exemple. Comme ça j'ai moins cette pression quoi, d'une manière ou d'une autre. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est un peu, moi j'aime bien la métaphore fermière un peu. Dire tu sèmes, tu laboures et tu récoltes quoi. Donc en fait l'idée c'est que tu sèmes tous les jours quelque chose de nouveau. Tu laboures de temps en temps et rarement tu récoltes, mais généralement quand tu récoltes, bah, c'est beaucoup plus que ce que tu as semé quoi. Ouais. Oui, mais pour le moment, je suis très bon semeur. Le reste, j'ai pas encore appris à le faire. Mais ça va venir, je pense. Ouais. Mais c'est dur, hein. Enfin, moi, je trouve ça dur de capitaliser sur la valeur que tu crées. En fait, c'est un deuxième métier, c'est d'apprendre à vendre, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est tout ce qui manque dans tous les projets que j'ai créés. En général, c'est le côté vente. Genre, je le bâcle, je le fais mal. Tous les gens qui sont techniques, un peu en général, ils ont ce biais-là. C'est qu'ils aiment bien la technique, ils aiment pas trop la vente. Mais on progresse. J'ai acheté des formations, j'essaye de l'apprendre. En vrai, c'est les 2 meilleurs skills. Enfin, je pense quelqu'un qui est bon en création et en vente, qui devient juste inarrêtable en 2021, tu vois. Ah oui, clairement. Tu prêches un convaincu et tu vois, c'est ce que j'essaye un peu j'arrive à un peu mettre en avant ce que je fais sur LinkedIn. Là, c'est l'endroit où j'arrive à le faire le mieux. J'essaie de le faire un peu sur Twitter, de partager. J'ai une newsletter aussi. J'ai fait, pour le moment, une 19 épisodes de newsletter. Donc, je commence doucement. Tu vois, j'ai commencé il y a 6 mois, un peu moins. Et voilà, c'est plutôt cool, mais ça vient petit à petit. Et pareil, les podcasts, je les ai mis sur YouTube aussi parce que je me suis rendu compte que le podcast c'est bien, mais ça fait pas du reach tout seul. Si je l'anime pas, ça reach personne, très peu. Donc du coup, je mets sur YouTube parce que en fait, les recommandations et la recherche aident un peu à faire découvrir le podcast en vidéo du coup, mais ça ramène un petit peu de gens aussi. Ouais, puis tu sais pas, autant dans 6 mois, tu auras une vidéo d'un podcast qui va exploser. Ouais, ça va être ouf. J'espère. C'est ce que je me dis, en fait. C'est la stratégie du semeur. Tu sèmes, et au bout d'un moment, tu sais pas pourquoi, t'as pas le choix, ça récolte. La récolte te tombe dessus. Ok. Clairement. Eh bien, écoute, regarde, ça fait déjà 1h26 qu'on parle ensemble. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de max de sujets. On va aller un petit peu sur mes petites questions finales. Il y a des choses que j'aimerais te poser. Du coup, c'est un peu sur le futur de ce que tu fais. C'est quoi le futur de ta chaîne? C'est quoi que tu veux pour le futur? Et dans combien de temps? Est-ce que tu as des objectifs un petit peu? Mon seul objectif, c'est de relever 100 channels à travers le monde. J'ai pas d'objectif d'abonnés, d'argent ou quoi que ce soit. Avec l'idée de faire un livre qui sera le challenge numéro 100. J'ai un rythme d'à peu près 25 challenges par an, donc là j'en suis à 38, donc il me reste peut-être 2 ans et demi, quelque chose comme ça, pour arriver au bout du délire, sachant que c'est des challenges assez ambitieux à chaque fois. Ouais. T'as déjà toute la liste? Non, j'ai une liste d'idées. Okay. Mais je me laisse aller au gré des envies. Je veux surtout pas être confiné dans une liste ou dans quoi que ce soit. La bucket list c'est un super outil, mais faut pas s'enfermer dedans, tu vois. Oui. Donc là le futur c'est de recentrer. J'ai fait beaucoup de vidéos et d'épisodes sur l'apprentissage,
sur comment fonctionnait la mémoire, etc. Tu vois, typiquement, quand j'avais fait les 1000 premières décimales de pi, ou quand j'apprenais des nouveaux skills, ou quand j'avais mémorisé, je sais pas, tous les drapeaux, toutes les capitales, toutes ces choses-là. Maintenant, je me dis que si je fais des vidéos face cam, c'est un peu de la facilité. En fait, c'est un sujet. Au début, quand je me présentais, je disais, je m'appelle Ulysse, je suis en train dans les challenges à travers le monde, et je veux montrer que tout peut s'apprendre. Maintenant, c'est pour dépasser les barrières mentales. Et tu vois, je t'ai parlé tout à l'heure des 4 grandes peurs. Et en fait, montrer que tout peut s'apprendre, ça en fait partie, mais c'est pas global, tu vois. Les barrières mentales, c'est les 4 peurs qu'il faut adresser. Et du coup, maintenant, je vais chercher à vivre un maximum d'expériences immersives, comme j'avais fait par exemple une semaine de survie dans la jungle, ou quand je me plonge dans une culture et que je deviens fou du truc, et que je vois, par exemple, quand j'étais au Mexique, j'avais déchiffré une ancienne stèle maya et j'avais fini en contact avec des mayanistes, enfin, dans un délire complètement fou dans le truc, et ça, j'adore, tu vois. Ça, c'est le genre de truc qui me fait kiffer. Là, je suis en Turquie à Kaş, je vais aller faire de la plongée en apnée, enfin, j'espère. Mais c'est ça le genre de truc que j'ai envie de vivre maintenant, tu vois. Alors, l'apprentissage fera toujours partie des contenus. Mais ce sera plus l'élément central, tu vois, qui va attirer. C'est plutôt, on vient pour une expérience, on en tire ses leçons. Et c'est ça l'avenir que je vois pour la chaîne. Et tu vois, je te parlais d'un point de vue un peu identitaire. Moi, qui j'ai envie de devenir, c'est un explorateur et plus tard un écrivain aussi, quoi. C'est-à-dire vivre des expériences, les documenter. Puisque je documente tout ce que je fais, pareil, ça fait partie de qui je suis. Et en écrire des livres, j'aimerais bien. Donc c'est ça un peu l'avenir du truc, et continuer d'explorer le monde, continuer d'explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, et puis de partager tout ça, quoi. Ok. Et du coup, tout à l'heure t'en parlais, je pense, mais je te repose la question pour être sûr. Du coup, niveau revenu, tu vises, genre pour toi, c'est bien 1500 balles, ou t'aimerais avoir, je sais pas, genre 2000 balles, et comme ça tu mets 500 balles de côté dans le doute? C'est quoi un truc que tu te dis c'est cool? J'ai calculé un peu combien je dépensais. Donc en fait, 1500 c'est la moyenne, et en fait le plus bas, je crois que c'est à peu près 700 € quand j'étais en Tanzanie, et le plus haut ça devait être 2003 quand j'étais à Dubaï. Donc en fait, j'avais 2 paliers financiers quand je me suis lancé. J'avais tout écrit, tu vois, à l'avance, ce genre de truc. Le premier, c'était 1500 net, donc ça fait à peu près 2000 € de CA, pour pouvoir continuer à soutenir mon lifestyle et puis avoir la pression financière. Ça continue. Et le deuxième, c'était 2400 € de CA, donc c'est, je sais pas, alors, non, 2400 € de revenus net, donc c'est à peu près quelque chose comme 3200 € de CA. Ouais, par là, hein, tu t'enlèves l'URSSAF et les impôts. Et ça me donne, donc non seulement ça me permet de continuer de soutenir mon lifestyle, mais en plus ça me permet d'investir tous les mois, peu importe l'endroit où je suis sur le globe, parce que je connais à peu près comment je consomme, tu vois. Et ça me permet du coup de pouvoir investir et de profiter des intérêts cumulés sur le long terme, quoi. Donc je continue ma vie, et en plus j'ai une stratégie d'investissement, tout le monde est content, moi je fais ce que je fais ce que je kiffe, et puis je me prends plus la tête, quoi, sur l'argent, du tout. Sachant que je fais déjà peu de compromis, voilà, je mène déjà plus ou moins la vie que j'ai envie de vivre. Si j'avais plus d'argent, juste j'embaucherais instantanément mon filmmaker, quoi. C'est tout. Je comprends. Mais pas plus, en fait. Donc c'est ça, mon objectif financier il est là, peut-être, et en fait sûrement que je ferai plus si je me projette dans 2-3 ans, quand je vois la croissance que j'ai en ce moment. J'ai assez confiance en ma capacité de générer de l'argent plus dans le futur, mais c'est pas un objectif, tu vois, c'est pas un focus pour moi. Oui, je comprends. Voilà. Ok. Et du coup, il y a une question que je t'ai pas posée qui était intéressante aussi, c'est à partir donc ton projet principal, c'est la chaîne YouTube là, c'est autour de ça que tu fais du revenu qui te permet d'en vivre. Et une des questions que je voulais savoir, c'est à partir de quel moment ça t'a permis d'en vivre? T'as mis combien de temps pour que t'aies plus besoin de faire d'autres choses à côté? Là, j'ai kill toutes mes activités il y a un mois, quoi. J'ai mis 1 an et demi avant de trouver vraiment mon modèle. Pendant 1 an et demi, j'ai expérimenté des trucs et j'arrivais quand même à gagner de l'argent, même au début, si tu veux. Parce que j'ai très vite fait 10 vidéos, enfin, tu vois, bon, peut-être les 6 premiers mois, j'en gagnais peut-être pas. Mais après, j'avais un peu de crédibilité, tu vois, pour faire du coaching à des membres de ma communauté, ou pour faire des conférences sur le sujet, apprendre à apprendre. Dans des entreprises et tout ça. Donc j'ai toujours cherché à gagner un petit peu d'argent quand même pour me prouver que j'étais capable de gagner un peu de sous, même si j'avais pas une grosse communauté. Et maintenant je vais essayer de faire la même chose, mais en décorrélant presque à 100% de mon temps, mes revenus, quoi. Oui. C'est pas décorrélé parce qu'en fait ça fait partie de mon contenu, mais le contenu je le ferai quoi qu'il arrive, c'est juste arriver à greffer de manière complémentaire un business qui vient soutenir tout ça. Et c'est pour ça que très vite j'ai kill, t'as vu, j'ai arrêté les conférences, j'ai arrêté le coaching, j'ai arrêté le Patreon, j'ai arrêté tout ça, parce que défocus, et parce que je me dis, en fait, j'arrive déjà suffisamment à soutenir mon lifestyle, donc j'ai pas besoin de plus pour le moment, donc je garde mon temps, parce que c'est ce qui est le plus précieux à l'instant T, quoi.
Oui, et je comprends totalement. Moi, c'est un truc qui revient souvent, c'est donc j'ai un peu plus d'ambition financière que toi. Je me rends compte que je suis vachement, je cherche vachement loin. Moi, j'aimerais avoir 5K net par mois qui tombent. Et là, je me sentirais bien. Alors, je sais pas pourquoi j'ai décidé ça. Je pense que à la base, c'est parce que je vivais à Paris et que ça coûte cher la vie à Paris. Mais c'est l'objectif que je m'étais fixé. Et l'idée, c'était le décorréler le plus possible de mon temps. Dans le sens où si pendant 2 semaines j'ai envie d'apprendre la poterie et que je bosse pas, j'ai pas de problème d'argent le mois prochain. Donc l'idée c'est de dire que si tu mets un peu le truc de côté, ça va continuer à marcher ou à marchouiller et vite fait redescendre au pire, tu vois. Donc c'est un très bon challenge, la poterie. Go, go, go. Go, go. Alors c'est un truc que je prends souvent en exemple parce que j'aime bien la poterie. Mais ouais, j'aimerais bien arriver à ça sur mes projets. Alors après, il faut que je trouve, je vais construire des choses qui vont me permettre de faire ça. Mais ouais, voilà, c'était ça l'idée, d'avoir un peu comme toi un truc où tu peux quand même dormir et ça va faire un peu des sous, même si à un moment donné tu peux pas l'abandonner forcément parce que ça va pas rester toute la vie. Mais en tout cas que ça soit résilient, quoi. Si tu t'arrêtes, au pire, t'as toujours l'actif qui est la communauté qui, elle, est résiliente d'une certaine manière. Ouais. Pas qu'il ait plus que les revenus, tu vois. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand tu commences à créer une communauté, tu crées une inertie. Et cette inertie, elle, suivant où tu la mets, parce qu'il y en a qui ont des meilleures inerties que d'autres. Je suppose que TikTok a pas trop une forte inertie puisqu'il a une forte accélération. Ça va de pair en général. Okay. Du coup, suivant où tu vas créer ta communauté, tu auras une plus forte inertie et du coup, tu pourras t'autoriser plus longtemps à rien branler si tu veux, parce que tu as envie de faire autre chose qui n'a rien à voir. Si tu as envie de t'isoler pendant 3 mois dans un temple bouddhiste. Un bootcamp de poterie. Ouais, un bootcamp de poterie. Mais je pensais à un truc où même toi, parce que toi de la poterie, tu pourrais arriver à faire une vidéo dessus, tu vois. Donc pour toi, ça, tu le monétiserais quand même. Mais un truc où tu pourrais pas, ça serait par exemple un temple bouddhiste où tu sais, tu dois faire que le silence et t'as pas le droit à aucun truc technologique pendant 2 mois. Je vais le faire ça aussi. Enfin, je vais faire Vipassana, ça dure 10 jours, mais c'est une retraite de méditation. Pendant 10 jours, tu parles pas. Mais ça fera une vidéo aussi où je raconterai. Bon, là, je serais obligé de faire du fast cam pour le coup, parce que tu peux pas filmer. Mais oui. Mais ouais. D'ailleurs, là-dessus, j'ai un challenge de prévu. Ça fait 1 an que j'ai été accepté dans un temple Shaolin pour aller vivre 1 mois avec les moines. Donc, vivre avec eux, m'entraîner, faire 9 heures de kung-fu par jour, dormir avec eux sur les lits en bois et tout, la soupe et tout. Enfin, full. Incroyable. Quand je te parlais d'expérience immersive, tu vois, tu parlais c'est quoi demain le futur de la chaîne, c'est ça. Mais pour l'instant, les frontières sont fermées et ça me rend ouf parce que je suis en contact avec eux. J'ai ma place dans ce temple. En plus, c'est comme dans les films, je te jure, c'est en fond de la Chine. Je me souviens plus c'est un nom chinois. C'est pas grave. Enfin, le temple, c'est le Fawang Temple. Okay. Mais la région, je me souviens plus exactement, mais c'est vraiment t'as la région, puis après t'as le village, puis après t'as les marches, puis après t'as le temple tout en haut, tu vois. C'est vraiment le cliché au max. Il y en a qui font des immersions un peu touristiques. Il y a des temples un peu plus touristiques. Et moi, j'ai cherché dans le très fond d'internet des sites des années 2000, tu vois, où il y avait un vieux mail et tout. J'ai shooté des mails au hasard et je suis tombé sur un mec qui parlait anglais, qui est dans un vieux temple vraiment perché où il y a très peu d'étrangers. Et là, je me suis dit, ouais, ça me fait kiffer. Ça, c'est mon truc. Et voilà. Du coup, je fais du kung-fu dans ma cuisine tous les jours pour me préparer. J'ai acheté des nunchaku, je te jure, c'est vrai. Ah oui, j'ai des nunchaku. Énorme. Mais en vrai, je pense que tu peux te faire 2 défis. 1, aller faire cette expérience, et 2, y aller à pied. Tu peux traverser là de la Turquie. Je pense que ça se fait. Ouais. Je vais me faire tirer à la frontière. T'es ouf, ça rigole pas. Avec c'est le vrai. Mais c'est surtout à la frontière de la Mongolie, là, c'est complexe. C'est vrai. Ouais, c'est pas. En vrai, si tu prends des Sherpas, la Mongolie à cheval. Mais tu prends des Sherpas, je pense que tu passes à un endroit où il y a personne. C'est facile. Il y a des chances. C'était un des trucs que je voulais faire avec Shannon. À un moment donné, on a un camping-car. On a fait toute la côte portugaise en camping-car. Et j'ai dit, viens, on va à Bali en camping-car. Genre, j'étais trop chaud. J'ai regardé la route et tout. C'était vraiment une expérience où le camping-car revenait pas. C'était sûr.
Mais c'est pas grave, il a une belle mort, tu vois. Ouais, mais je pense que Shannon, elle était pas prête. Tu vois, on parlait tout à l'heure des peurs, et elle a vraiment une peur par rapport à l'argent, et je pense que je me serais fait assassiner si le camping-car il revenait pas. Donc, elle est pas encore prête, mais peut-être un jour, on y arrivera. Tu lui fais une mort symbolique à Bali, une petite tombe. Voilà. C'est ça. Je pense que tu peux le reconvertir en petite maison pour des enfants balinéens qui ont plus de toit. Bah ouais, carrément. Tu peux faire un truc cool en vrai. Tu fais ton petit projet, puis après tu pars et voilà. Je suis sûr que ça se vend sur YouTube, ça de ouf. Attends, t'imagines la quête? La quête, c'est on va à Bali avec un camping-car qu'on transformera en appart pour accueillir des petits-enfants, des petits-enfants, ouais. Ça, c'est un projet de ouf, quoi. Et du coup, les gens te suivent pendant, je sais pas combien, 1 an, 2 ans, tout le périple, sur le trip, quoi. Avec la récompense à la fin. Ouais, c'est le genre de truc qui me parle. Ah oui, mais clairement, je pense à ça parce qu'il y a pas longtemps, j'ai découvert un mec sur YouTube qui a décidé de créer son propre chalet. Je sais pas si t'es tombé dessus. En Suède ou en Finlande. En gros, il se filme, il a une forêt qui doit être à sa famille ou je sais pas quoi, et il crée son chalet de zéro. Mais genre full traditionnel, sans outils. Donc le seul outil qu'il a, c'est la hache viking là de base, et il fait ça là, tac. Première vidéo qu'il poste, genre le mec est inconnu. Première vidéo qu'il poste, elle dure 2h30 je crois, où il fait genre 1/10 de son chalet. Et ça dure genre un hiver complet. Il a fait une vidéo, il a poste, il a fait 3 millions de gens qui le suivent, je sais pas combien de vues. Et le mec parle pas, il est juste là en train de faire tac. Et de temps en temps, il écrit un sous-titre, tu sais, sur fond noir. Genre vraiment le montage. C'est de l'ASMR en fait qu'il fait. Ouais, c'est mi-ASMR, mi-vidéo. Tu vois les mecs qui construisent des trucs là, tu sais, des maisons en terre. Ça fait pas mal de bruit aussi. Et du coup, le mec conduit son chalet traditionnel. C'est super. Tu le regardes, ouais, c'est un peu ASMR. Si tu le vois faire son truc, t'entends les bruits, des trucs qui coupent. Tu vois les saisons passer, l'hiver. Le mec, il est obligé d'enlever la neige de son chalet pour le construire le matin. Donc, il passe 2 heures le matin à nettoyer le chalet pour pouvoir faire. Tu dis, waouh, mais pourquoi tu fais ça, mec? Ouais. C'est un ouf. Il y a des concepts de ouf sur YouTube. J'avais croisé des vidéos de gars. En fait, c'est juste un mec qui marche et il a une GoPro. Et en fait, sa vidéo, c'est genre pendant 1 heure, il se balade dans Shanghai. Ou pendant 1 heure, il se balade dans un truc. Et en fait, t'as juste le bruit de la ville. Et c'est de la SMR. Enfin, c'est un mix énorme. où, en fait, tu peux mettre ça en soirée. J'ai découvert ça où, je sais pas, j'étais dans une soirée, il y avait une télé, il y avait ça en fond. Parce que c'est des paysages, je trouve. Et ça amenait de la vie un peu dans la... Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre, tu me diras, de mettre ça dans une soirée. Mais c'était je crois que c'était... Ouais, je sais plus où c'était, mais et j'ai découvert ça et après par curiosité je suis allé voir et ça faisait des millions de vues de gens qui en fait je pense qu'ils mettaient ça en fond, tu vois, plutôt que d'avoir la télé avec un jeu télé à la con, tu vois, ils devaient mettre ça et il y a un Mac et du coup tu découvres les rues de tel ou tel pays, genre tu te balades dans Venise comme ça et du coup t'es même pas filmé, c'est juste tu filmes devant toi, tu filmes la rue, tu marches et pendant 2 heures tu parles pas. Génie. Et là tu fais du contenu de ouf et je crois que la spécialité c'est qu'il avait une bonne caméra, je crois que ça filmait en 8K et tout, donc tu vois t'as des belles images. Voilà, business facile dans YouTube, tu marches, tu filmes. Mais t'as des mecs qui font de la rando. Non mais il y a des chaînes YouTube spécialisées où des mecs font de la rando et tu pars randonner avec eux, quoi. Énorme. Comme quoi. J'ai habité à Madère l'hiver dernier, qui est une très très belle île d'ailleurs. Si tu veux visiter, c'est stylé pour faire du rafting, c'est stylé pour faire de la plongée, c'est stylé pour faire des randos. Trop cool. C'est une des plus belles îles, je pense, d'Europe. Donc c'est assez cool. Et du coup, je cherchais des trucs à faire et en fait, il y a eu une vague de digital nomades qui allait à Madère parce qu'il y a un Portugais qui s'est dit « je vais créer le premier village de digital nomades ». C'était quoi? C'était juste un village où il a eu l'autorisation du maire d'avoir un coworking gratuit pour les gens qui venaient. C'est tout. Mais il en a fait un article, ça a buzzé, c'est passé dans CNN et là, il y a eu des millions de gens qui sont venus, enfin des millions. Il a créé un Slack et sur le Slack, il y avait 3000 personnes, plus un max de gens qui sont venus qui n'étaient pas dans le Slack. Donc c'était assez ouf. Et il y a plein de gens qui ont créé du contenu autour de Madère et du coup en cherchant sur YouTube c'était une mine d'or de faire des trucs à Madère. D'un coup il y avait des vidéos toutes les semaines, il y en avait 10-20 de vidéos qui sortaient et j'ai découvert des mecs qui font ça là. Le mec il se tient avec une GoPro 360, il a une caméra et il fait la rando. Donc j'ai fait des randos que j'ai vu sur YouTube qui étaient beaucoup trop stylés. C'est ouf, tu vois. Mais comme quoi il y a parce que je dis maintenant aux gens qui veulent se lancer et qui ont peur et qui m'écrivent pour ça, je leur dis suis ta curiosité, tu vois. C'est plus, sois curieux et documente. C'est ça, je suis plus dans moi j'aime pas trop la posture de l'expert, tu vois.
C'est-à-dire, tu trouves une niche, tu deviens hyper bon dedans, et t'es un expert et tu donnes des conseils. Moi, je préfère, bon, après, forcément, je prêche pour ma paroisse, mais je préfère la posture de l'expérimentateur. De l'explorateur, l'expérimentateur, où tu vas expérimenter quelque chose et tu documentes ce que tu apprends et tu laisses aux gens le fait de faire eux-mêmes l'expérience et d'en tirer leurs propres conclusions. Et du coup, c'est un peu cette idée-là de suivre ta curiosité. Ben, en fait, c'est même pas ce à quoi tu es bon maintenant, c'est à quoi tu pourrais devenir bon parce que ça t'intéresse. Ben, vas-y, go, apprends, documente ce que tu apprends. Et en fait, tu as déjà du contenu et si tu passes 10 heures à étudier un sujet, tu en sauras plus que 90% des gens. Donc, tu pourras en apprendre à d'autres gens qui s'intéressent au même sujet que toi, de base. Ouais. Donc, en fait, tu peux aller comme ça à l'infini, quoi. Ça, c'est ouf, c'est un truc. Canal de distribution. Quand tu t'es pas lancé encore, tu crois qu'il faut vraiment avoir 1000 ans d'expérience pour un truc, alors qu'en vrai, à partir du moment où tu as fait 2 heures n'importe quel sujet, tu as déjà plus d'expérience que les millions de gens qui cherchent sur ce sujet sur Internet. Et en fait, du coup, tu as un avantage énorme. Et ce qui est génial en plus, c'est que tu as une capacité de montrer ce que tu as compris beaucoup plus forte que quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, parce qu'il se rappelle même plus que, je sais pas, pour la guitare, il y a un certain ordre, et enfin, il y a des choses basiques. Shannon, elle était maîtresse des écoles avant d'être développeuse et s'est reconvertie. Et un des trucs qui l'a super surpris, tu vois, c'est le premier jour, elle va à l'école, elle a des maternelles, elle leur dit, bon, alors on va prendre un papier et écrire son nom et on le souligne en rouge. Et les enfants, ils le regardaient en mode, quoi ? Genre, c'est ultra complexe ce que tu nous demandes. Et pour elle, c'était genre, t'écris ton nom, tu le soulignes, tu vois. Et en fait, il a fallu expliquer comment on souligne. On souligne, il faut prendre une règle. Le stylo rouge, c'est celui qui a la pointe rouge. Il va falloir prendre le trait et tirer avec la règle. Et tu vois, et je pense que cette idée-là, elle est dans tous les sujets que t'apprends. T'as toujours des gens qui sont ultra novices et qui, juste quelqu'un qui l'a déjà fait une fois, ça leur suffit pour apprendre. Et il va avoir des meilleurs mots qu'un mec qui a 10 ans d'expérience, qui se rappelle même pas et qui comprend même pas tes problématiques, quoi. Là, tu vois, c'était l'exemple avec Shannon. Tu en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois les problèmes du mec, du coup, et puis tu vois aussi que c'est possible, c'est surtout ça. Enfin, si tu vois quelqu'un qui est en train de documenter sa phase d'apprentissage et tu vois que très rapidement il a des résultats, bah, tu te dis, bah, en fait, pourquoi pas moi? Le mec, il peut partir de beaucoup plus loin que là où j'en suis aujourd'hui, quoi. Ça, c'est un test que je faisais dans ma conférence. Je prenais les 1000 décimales de pi parce que c'est le truc que j'ai fait, même si c'est... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se demander pourquoi le fuck j'ai mémorisé 1000 décimales de pi. C'est pas tant l'amour de pi, hein, je m'en fous complet, d'ailleurs je les ai oubliés depuis. C'était le processus de mémorisation qui m'intéressait et comment est-ce qu'on peut engranger une grande quantité d'informations rapidement. Et ce qui est marrant, on va faire le test, parce que je crois pas avoir donné d'indice quand j'en ai parlé plus tôt. Mais on va faire le test pour les gens qui écoutent. Les gens qui écoutent, je vous pose une question. D'après vous, combien de temps ça prend pour mémoriser 1000 décimales de pi? Sans essayer d'être influencé par tout ce que j'ai dit avant. Mais si vous deviez là demain vous mettre à mémoriser 1000 décimales de pi, d'après vous, combien de temps vous mettriez pour les mémoriser et les ressortir, les réciter par cœur, les yeux bandés? 1000. Voilà, on peut laisser, 10 secondes. Toi, tu dirais combien de temps? Alors, je sais pas si t'as déjà vu... non, t'as pas vu ma vidéo. Je crois que j'ai vu ta vidéo, mais je me rappelle pas combien de temps t'as mis. Donc je dirais, pour 1000 décimales, j'en ferai 100 par jour sur 10 jours, quoi. Ok. Alors, c'est marrant. Alors là, je vais te dire 2 réponses. Moi, je pensais aussi que ça me prendrait 10 jours quand j'ai commencé. Okay. Je pensais que j'allais en apprendre 100 par jour. J'avais le même raisonnement que toi. Quand j'ai donné ma conférence, une fois, j'ai fait la moyenne. J'ai posé la question à tout le monde. J'ai demandé à tout le monde d'écrire la réponse. Donc, je demandais un nombre de jours entre 1 et 365. Ouais. Et la moyenne, c'était 136 jours. Waouh. Donc, les réponses les plus basses étaient aux alentours d'une dizaine de jours. Et les réponses les plus hautes étaient 365, quoi. La moyenne, 136. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a un décalage énorme, en fait, entre les idées reçues et ce que tu fais. Donc moi, je les ai mémorisés en 3 jours, les 1000 décimales de pi. C'est pas tant que j'ai une bonne mémoire, c'est juste que j'étais méthodique là-dessus. Non, ça va, j'ai encore un peu de batterie. Et donc, sur ces 3 jours-là, j'ai passé 1 jour et demi. Enfin, même la réalité, c'est plus 2 jours et demi. Mais j'ai passé 1 jour et demi à construire des outils mentaux. Donc, j'ai pas mémorisé une seule décimale. Donc, tu vois, déjà, l'approche de 100 décimales par jour, elle était hyper biaisée. Ouais. Donc, j'ai passé 1 jour et demi à construire des outils mentaux. Donc, table de rappel, PAO, etc. Donc, c'est des mots-clés. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller creuser. Comment est-ce qu'on construit une table de rappel PAO, par exemple. Et
Et au bout d'un jour et demi, j'avais enfin mes outils mentaux prêts. Et là, j'ai commencé à mémoriser. Et là, je mémorisais 100 décimales par heure. Parce que j'avais les bons outils, en fait, pour les mémoriser. Et je me créais j'avais mes palais mentaux et tout ça. J'avais toutes mes méthodes. Et derrière, tous les jours, après, je me suis amusé à les réciter pendant plusieurs jours. Et après, bon, j'ai laissé tomber parce que je m'en fous de les connaître, les 1000 décimales de pi. Mais du coup, ça m'a pris 3 jours. Et donc déjà, même moi, je pensais pas... Enfin, en fait, on voit le monde... Enfin, on est hyper biaisé là-dessus. On est hyper mauvais pour prédire le futur et pour se rendre compte un peu de tout ça. Et on a beaucoup d'a priori sur les choses. Et là, c'était ma première grosse leçon, en fait. Challenge numéro 1, ma grosse leçon, c'était... Dans tous les prochains challenges, il faut plus que j'ai d'a priori. Parce qu'en fait, je vais avoir tort et j'en sais rien. Et quand tu commences à t'intéresser 2 heures, comme tu disais, sur le sujet de la mémoire et de comment est-ce qu'on retient une grande quantité d'informations rapidement, et ben tu te rends compte qu'en fait, l'approche je vais apprendre bêtement chaque jour un certain nombre de décimales, c'est complètement fucked up. Et en fait, tu peux penser d'autres mécanismes complètement fous. Et alors, la preuve que c'est pas juste parce que je suis une grosse tête, j'ai plein d'abonnés qui s'y sont essayés. Hier encore, je parlais avec un de mes abonnés qui a testé, qui a mémorisé 500 décimales en 2 jours. Enfin, c'est n'importe quelle personne qui écoute ce podcast avec la bonne méthode pourrait y arriver. Alors, si c'est pas en 3, ça serait en 4. Si c'est pas en 4, c'est en 5. Mais en tout cas, largement moins d'une semaine, j'en suis 100% certain. Et probablement même plus rapidement que moi. Peut-être en 2 jours, peut-être en 1 journée et demie. Surtout si vous avez déjà des images mentales. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à chercher mes images mentales. Et ça montre en fait le décalage énorme, quoi. Sur tout ça. Bref, j'ai fini ma digression. Non, c'était très bien. Mais enfin, j'ai fait 2 podcasts aujourd'hui et c'est 2 podcasts où on a énormément digressé et ça vaut de l'or. C'est clairement, moi, je suis refait et je pense que les gens qui vont écouter seront refaits aussi parce que ça, c'est pas en parlant du super parcours que t'as fait. Ça va aider les gens. C'est en parlant vraiment des choses que tu as ressenties et ce que tu as vécu qui va aider les gens à comprendre qu'est-ce que eux peuvent vivre et comment ils peuvent le vivre. Et c'est ce que je kiffe dans ce podcast, c'est que c'est que des exemples comme ça. Et il y a plein de gens qui me font des feedbacks qui disent c'était trop bien cet épisode. Et c'est souvent quand on va vraiment en profondeur dans les pensées des gens. Nathan que j'ai eu avant toi, et il me disait putain mais là je pars en mode philosophique, genre tu sais il voulait s'auto-censurer. Je fais non mais vas-y mec, vas-y, c'est ça que les gens ils attendent. Ils attendent de ouf ça. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir te poser, on peut aller sur mes petites questions finales. Ça fait 1h50 quand même qu'on est ensemble et on a digressé sur plein de choses. Je pense que c'est suffisant pour les gens. Ils vont apprendre énormément de choses et ils pourront aller sur ta chaîne, je pense, pour en apprendre encore plus sur tous ces sujets-là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est une de mes premières questions finales, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances dans toute ton aventure un peu. Est-ce que tu avais quelque chose que tu aurais aimé entendre ou peut-être pas, dis-moi. Voilà, c'est parce que c'était le sujet de ma précédente vidéo, mais de lance-toi avant d'être prêt, quoi. C'est parce qu'en fait, tu seras jamais prêt. Ta première vidéo YouTube sera de la merde, ta première newsletter sera mal écrite, ton premier post il sera pas bien, tu vas pas faire de like, de toute façon tu vas pas buzzer à moins d'avoir une chance incroyable. Mais si tu fais pas ton premier contenu, tu feras jamais ton deuxième, ni ton troisième, ni ton cinquième, et en fait c'est en expérimentant que tu progresses. Et du coup tu seras jamais prêt quoi qu'il arrive, donc lance-toi avant d'être prêt. Et moi j'ai beaucoup attendu et beaucoup demandé la permission et beaucoup cherché la confiance en moi dans les autres, tu vois, au tout début. Et maintenant plus j'ai compris ça et j'aurais aimé le comprendre plus tôt. En fait, je pense déjà l'avoir compris tôt, mais si je l'avais compris encore plus tôt, tu vois, je parlais d'Eliott tout à l'heure, incroyable quoi. Ouais. Ce mec a une confiance, c'est hallucinant. Et j'aurais gagné sûrement du temps, même si je suis content quand même de ce que j'ai fait. Mais voilà, se lancer avant d'être prêt, je pense que c'est une grosse leçon que j'ai apprise cette année. Et voilà. Ok, trop bien. Je pense que ma troisième question, je sais déjà la réponse que tu viens de donner. On va passer à la deuxième. La deuxième, c'est est-ce que tu as une citation que tu aimes bien, quelque chose qui te parle vraiment et qui t'anime? Ouais, moi j'ai... Mes grandes inspirations, c'est Bruce Lee, Mike Horn et Naval Ravikant. Je t'en donnais une de Bruce Lee et une de Mike Horn. Une de Mike Horn, je sais pas si elle est tout à fait de lui, mais c'est si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. J'aime beaucoup cette phrase. Ça montre aussi de pouvoir se lancer avant d'être prêt. Tu vois, c'est un peu lié. Si t'as pas peur, c'est que c'est pas bon. En fait, c'est que t'es pas sur le bon truc. Et en fait, la peur c'est bien. Et Mike Horn dit d'ailleurs, la peur c'est ma maison. Tu vois, c'est incroyable. Et l'idée c'est de dire,
En fait, si tu stresses, si t'as peur, c'est plutôt un bon signe. C'est pas le signe de reculer, c'est le signe d'avancer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en jeu. Ça veut dire que c'est important. Tu vois. Donc ça, c'est la première que j'aime bien. Et je m'en offre une deuxième parce que ça me fait kiffer. La deuxième, c'est de Bruce Lee. Je suis hyper fan de Bruce Lee pour 1 million de raisons, mais là, on repartirait pour une demi-heure de podcast. Mais Bruce Lee a fondé une philosophie qui s'appelle le Jeet Kune Do. Certains disent que c'est un art martial, mais c'est presque plus une philosophie en fait de vie. Et le mantra donc sur le logo du Jeet Kune Do, il y a marqué n'avoir aucune règle pour règle et n'avoir aucune limite pour limite. Et c'est ce qui me faisait beaucoup avec Bruce Lee, c'est qu'il allait expérimenter, il allait prendre dans tous les arts martiaux ce qui fonctionnait pour lui, il absorbait tout ça et il créait son propre style à partir de toutes ces influences pour essayer d'aller à l'efficacité extrême, tu vois. Qu'est-ce qui fonctionne vraiment? C'est pour ça qu'on dit souvent que Bruce Lee est un des précurseurs du MMA, par exemple. Et du coup, le mantra du Jeet Kune Do, c'est une des citations que je sors tout le temps, c'est mon mantra à moi aussi, c'est absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas et ajoute ce qui t'est propre. Et ça, je trouve que ça matche parfaitement avec la posture de l'explorateur dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, c'est l'une de mes citations favorites, quoi. Et ben, elle va aller dans mon bucket des favorites aussi, elle est vraiment stylée, et ça me parle beaucoup, beaucoup cette citation. Merci pour ça. Voilà. Je sais même pas si c'est une citation, en fait, c'est un mantra. Ouais, un mantra. Mais ouais. Tu m'as compris. D'ailleurs, si vous kiffez un peu ce délire, il y a le livre Tao of Jeet Kune Do de Bruce Lee qui est hyper bien. Alors, il parle d'entraînement sur son art martial, mais toute la première partie, c'est vraiment la partie philosophique. Et tu te rends compte que c'était un précurseur de plein de choses, même du minimalisme, pardon. Et c'est hyper, enfin, c'est que des aphorismes. C'est un peu, en fait, il notait des trucs et pour lui-même, c'est un peu les notes à moi-même, enfin les pensées à moi-même de ce qui c'est Marc Aurèle, je crois qu'il avait fait ça. Mais bref, alors, en mode Bruce Lee, quoi. Et c'est une lecture que j'avais bien kiffé. Eh bien, je sais déjà à qui je vais offrir ce livre, en plus d'essayer de le lire aussi. Mais j'ai des potes à qui ça pourrait pas mal les toucher. Écoute, là, il me reste 2 petites questions. Il y en a une qui est pour moi, et celle-là, je pense que je connais la réponse, c'est qui c'est que je dois inviter dans ce podcast selon toi, après toi? Ah, mais vas-y, j'ai trop parlé de lui, du coup, faut que t'invites Elliot. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Elliot, comment? Elliot Meunier. Meunier. M-E-U-N-I-E-R, si je dis pas de bêtises. Et Elliot avec 2 T. Je vais le trouver. Ah, ça, j'avais pas mis. Ok, top. Ça, c'était facile. Et celle d'après, ça va être facile aussi. C'est où c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre, qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais? Sur Ulysse Lubin, en fait. Vous tapez Ulysse Lubin sur YouTube ou sur Insta ou sur Google et vous me trouverez. Tout est à mon nom. Et là où je publie le plus sur mon quotidien, c'est Insta. Je suis très mauvais sur Insta, je suis pas une grosse communauté. J'arrive pas à faire grossir organiquement, mais c'est les gens qui suivent YouTube, qui aiment bien, qui viennent sur Insta. Et du coup, je suis hyper proche d'eux et je réponds même à tous les messages. Je kiffe trop cette relation et j'adore le format des stories parce que t'as vraiment une relation 1-1 avec les gens. Donc j'en fais beaucoup. Donc voilà, pour me contacter, le plus facile c'est Insta ou LinkedIn si vous avez pas. Ok, top. Mais voilà. Il y a aussi donc il y a LinkedIn et il y a aussi la newsletter. Vous choisissez il y a aussi la newsletter, ouais. Sur ulysse-lubin.com, il y a la newsletter. Voilà. Ok, trop bien. Eh bien, j'ai vraiment passé un super podcast avec toi, c'était vraiment trop cool. Merci pour ton temps. Grave, plaisir partagé et merci pour ton invitation. Un dernier mot pour nos auditeurs. Donc, si vous avez kiffé ce podcast, partagez-le. Partagez-le à des amis qui ont besoin de l'entendre. Vous pouvez aussi envoyer des petits messages à Ulysse, je pense sur Insta, ça sera le mieux. Vous y envoyez des petits cœurs pour lui dire que c'était trop cool et que ça vous a fait beaucoup de bien. J'essaie d'envoyer tous les gens pour faire ça. C'est important de montrer que ça a de l'impact ce qu'on fait et de nous le dire. C'est comme les petits likes sur YouTube, c'est important. Donc faites-le. Il n'y a pas les likes sur le podcast, donc on utilise d'autres moyens. Moi, je vous dis à dans une semaine pour le prochain podcast. Merci à toi, merci d'avoir écouté et à bientôt. Merci, salut.